Salut tout le monde. Après Pierre Cross, Jigme, Super Connard, Dr Nozman, Dog7, Le Dessinator, Didi Chandedouille et Le Monde à l'envers, je suis cette fois-ci avec Frédéric de la chaîne Le Joueur du Grenier pour cette 9ème interview en 12 questions. Bon, la grande majorité du public te connaît déjà, mais je te laisse quand même te présenter brièvement ainsi que tes deux chaînes, puis après on pourra attaquer les questions. Bonjour, déjà, pour commencer. Moi c'est Fred de la chaîne Joueur du Grenier. Désolé, alors Seb, normalement on est deux, Seb il est pas là aujourd'hui, il avait un truc à faire. Mais du coup, on a la chaîne Joueur du Grenier qui est là depuis 2009, qui est une chaîne humoristique de rétro gaming. J'insiste bien dans cet ordre, humoristique de rétro gaming et pas rétro gaming humoristique, parce que c'est d'abord une chaîne humoristique et après c'est du rétro gaming. Le rétro gaming c'est juste un support à l'humour. Et puis voilà, depuis, 3 ans, on a une chaîne qui s'appelle Le Bazar du Grenier, où c'est un peu la chaîne fourre-tout, où on met des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à faire. Et encore, on essaie un peu de se faire chier quand même. Mais voilà. Très bien. Et c'est parti, on attaque la première question alors. Donc, depuis septembre 2009, vous avez votre chaîne principale, Le Joueur du Grenier, qui vient d'atteindre les 3 millions d'abonnés d'ailleurs. Hier. Depuis hier. Depuis le dimanche, je sais pas quelle journée là, on est... Enfin bref. On va dire. Voilà. Et depuis avril 2015, vous avez également votre chaîne secondaire Bazar du Grenier qui comptabilise plus d'1 million d'abonnés. 1 100 000, il me semble. Sur la chaîne principale, vous sortez une grosse vidéo par mois, on va dire, et sur la chaîne secondaire, ça peut aller de 3 à 5 vidéos par semaine, car elles sont plus légères. Dans la vidéo FAQ du 6 janvier dernier, tu as expliqué que vous écriviez, montez et tournez vos vidéos vous-même, et qu'avec ces deux chaînes et ce rythme de vidéo assez élevé, vous n'aviez plus vraiment de vie. Du coup, j'en viens à ma question, comment vous organisez-vous pour gérer ces deux chaînes en même temps et tenir un tel rythme ? C'est avec une organisation assez précise en fait. Moi dans mon bureau à côté de là où je travaille, je sais que j'ai un calendrier où il est marqué vraiment tel jour telle vidéo doit être finie, tel c'est hyper ordonné. Non mais sinon je m'en sors pas, c'est clair. En fait j'essaye de maintenir en permanence entre 1 semaine et 2 semaines d'avance sur mon contenu, et donc ensuite comment on s'organise, finalement ça veut dire que une semaine avant les vidéos sont déjà tournées et pour le bazar seulement, pour le bazar. Okay. Le JDG quand il arrive, il est sorti du four. Le Harry Potter il était fini à 18h12, il était uploadé. Ouais, d'accord. C'est vraiment, il sortait du four à peine, il était encore tout chaud. Mais pour le bazar, j'essaye de m'organiser à l'avance. Après c'est juste un rythme à prendre, et malheureusement je rogne sur ma vie personnelle pour y arriver en fait, tout simplement. C'est-à-dire très souvent le soir. Alors je m'accorde quand même mes 2 heures d'Overwatch le soir, ça c'est quand même chaque soir. Ouais, j'essaie quand même de... le truc c'est que on fait du jeu vidéo, donc à un moment si on joue plus à du jeu vidéo nous-mêmes, si c'est que du travail, c'est juste du travail quoi. Je comprends. Il faut que ça reste, il faut que ça continue à m'intéresser, il faut que je continue à aimer ça. Si j'arrête de jouer si j'arrête d'aimer ça, j'arrête d'aimer mon travail indirectement. Ouais, clairement. Ouais. Donc, et là, c'est pas possible. Du coup, non, c'est juste une organisation à prendre. Après, il y a les petits let's play du lundi. Bon, ça, c'est du Telltale, c'est facile à faire. C'est juste, je branche le micro, je lance le jeu et basta, je joue. D'accord. Les jeux en vrac, les JDG, leur revanche, grossièrement, c'est pareil, je rogne sur les week-ends aussi. C'est-à-dire que les week-ends, je bosse tous les week-ends, j'ai plus un seul week-end quasiment. Les jeux en vrac, maintenant j'ai l'habitude, en fait, à partir du moment où je trouve le jeu en vrac, en général, je l'écris en une après-midi et demie. D'accord. C'est vraiment rapide en fait. Au bout d'un moment c'est con, mais c'est du pilote automatique. En plus, comme les jeux en vrac sont plus faciles à faire, il faut quand même que tu testes le jeu en amont. Ça prend quand même pas mal de temps. Par exemple, si je prends Evil Genius, là, le dernier que j'ai fait, j'y ai joué pour m'amuser un petit peu le soir, tout en capturant des images. Et puis en même temps que je capturais les images, j'étais là à me dire ça c'est rigolo, ça ferait bon gag, machin, etc. Okay. Donc je joue au jeu pour m'amuser. Et puis en même temps, comme ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux de stratégie dans les jeux en vrac, parce que comme je fais ça pour m'amuser, et que j'aime beaucoup les jeux de stratégie, du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux de stratégie dans les jeux en vrac. Les jeux de gestion. Ouais, les jeux de gestion, c'est ça. Et puis sinon voilà, après les jeux en vrac je les écris assez vite. Les JDG en revanche, c'est finalement il y a pas d'écriture, du coup c'est 1 heure, 1 heure et demie de tournage, 2 heures grand max de tournage, puis après c'est quand même une grosse après-midi de montage.
Ouais. Et puis sinon, les JDG, comme on est deux, après ça va un peu vite. Après les narratifs, c'est pas moi qui les monte. Par contre, les narratifs, moi je les écris, je les tourne et je les écris et je les enregistre. Ouais. Mais c'est Nico, notre ingé son, qui était que ingé son avant et qu'on a formé au montage et qui du coup maintenant qui nous monte les narratifs et les aventures aussi, parce que c'est lui qui monte les aventures aussi. Okay, donc quand je dis qu'on monte les vidéos, ouais. en fait je monte les vidéos que je ne pourrais pas faire monter par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les JDR aventures et les narratifs, c'est quelque chose d'assez... une fois que c'est écrit, ça sort tel que c'est dans le script, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que c'est quand même plus simple, il n'y a pas trop de notion de rythme, etc. Alors qu'un JDG ou un genre en vrac, ou une revanche surtout, je pourrais pas le faire monter à quelqu'un d'autre parce que c'est des émissions où le rythme est extrêmement important. Ouais, c'est ta signature un petit peu. C'est ça, de monter, ouais. C'est ça. Et j'arriverai pas à expliquer à quelqu'un de dire monte mon JDG. Ah mais non, c'est pas ça que je veux. Parce que un JDG, je repasse tout le temps dessus, tout le temps, je reviens tout le temps en permanence dessus. Et j'arriverai pas à expliquer à quelqu'un c'est comme ça que je le veux et pas comme ça. Ouais. Parce que si je donne le script d'un JDG à quelqu'un, il va le monter, il va me faire bah oui, mais c'est ce qui a marqué dans le script, tu m'as demandé de faire ça et moi je fais le script. Mais oui, mais non. C'est pas ta façon de voir les choses. C'est ça. Et donc heureusement que les aventures et les narratifs, c'est pas moi qui les monte, mais sinon tout le reste, c'est nous qui nous en occupons, les trucs du jeudi. Et tu mets combien de temps à écrire par exemple les narratifs ? Ça dépend du narratif. Les movies, c'est une torture à écrire. Ah ouais, ouais, c'est insupportable. Parce qu'en fait, le truc, c'est movies. Moi, c'est pour ça que la série, je vais la finir assez vite, je pense. Parce que movies, c'était la fausse bonne idée. Au début, quand j'ai commencé les movies, je me suis dit, c'est chouette, c'est le cinéma, c'est rigolo, machin, ça fait un truc intéressant pour les narratifs. Et en fait, il se trouve que les 2 premières heures de jeu sont identiques aux 15 suivantes. Donc, t'as joué les 2 premières heures, t'as vu tout le jeu. En fait. Ouais, bah ouais. Et du coup, après, le reste du jeu, t'es là, j'ai changé les caravanes. Je vois quand même que les vues suivent, hein. Enfin, les gens veulent toujours savoir la suite. Parce que je me torture la gueule pour essayer. Le dernier Movies, ça m'a rendu ouf, quoi. J'ai mis 2 jours à l'écrire quasiment. 2 jours. Ouais, j'ai mis 2 jours à l'écrire, donc c'est trop pas rentable. Et j'ai mis 2 jours à l'écrire. Il a fallu aller inventer du scénar, aller chercher. Donc il faut vraiment. Le truc, c'est qu'il faut vraiment aller chercher la matière du jeu et il faut extrapoler complètement l'histoire autour, en fait. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à faire dans la mesure où tu inventes purement et simplement, alors que genre The Guild, c'était beaucoup plus simple, parce que le jeu est tellement riche que tu prends un élément du jeu, tu fais une blague, élément du jeu, une blague, élément du jeu, une blague. Et donc, c'est beaucoup plus simple à faire comme ça, en fait. Avec les morts vivants, là. Les zomboïdes, alors zomboïdes, c'est tranquille. Zomboïdes, c'est tranquille. C'est juste, j'ai peur que ce soit un peu répétitif assez vite. Donc j'essaie de prendre des risques démesurés qu'en fait tu ferais jamais si tu joues au jeu. Ouais. Parce que dans Zomboïdes, en vrai, comme le but est de survivre le plus longtemps possible, en vrai, c'est juste tu récoltes un max de nourriture, puis tu manges, tu dors, et tu survis le plus longtemps possible comme ça, quoi. Mais là, comme j'essaye qu'il y ait un peu d'action, c'est pour ça que genre, je vais volontairement au contact et à l'affrontement, des fois avec des trucs où en vrai, dans le jeu, tu les esquiverais le plus possible. Ouais. Voilà. C'est clair. Mais non, les zomboïdes, c'est plus simple à écrire. En général, je joue quelques heures, et puis il me faut quelques heures pour les écrire, donc c'est plus facile pour ça, les zomboïdes. Et du coup, pour conseiller les 2 chaînes... Vous avez aussi votre planning. Tel jour on s'occupe de Joueurs du Grenier. Non, c'est Joueurs du Grenier, Bazar, c'est tous les jours. C'est Joueurs du Grenier, c'est tous les jours. Alors, avec Seb, on commence à écrire le matin à 10h30. Moi, je veux pas écrire en dessous de 10h, je dors. Moi, je me réveille à 10h, à 10h30, Seb, il arrive. On écrit jusqu'à 17h environ. Ouais. Après, au bout de 5 heures d'écriture, t'as plus rien. Il n'y a plus rien qui sort dans le script, donc autant arrêter. Du coup, vous testez le jeu en même temps ? Ouais. En même temps de l'écriture. En général, ce qui se passe, c'est Seb, il est là où je suis. Moi, je suis sur le canapé d'à côté, que les gens ne voient pas. Ouais. Et donc, moi, j'ai le PC dans la main, donc où c'est moi qui j'ai créé le script. Ouais. Des fois, on s'échange la manette avec Seb, donc c'est plus, paradoxalement, c'est plus Seb qui joue au jeu que moi. Ouais. En fait, ouais. Parce que c'est paradoxal, parce qu'en fait, comme c'est plus moi qui écris le script, c'est plus Seb qui joue du coup. D'accord. Mais après, pour écrire le JDG, c'est un ping-pong de blagues. C'est-à-dire, on regarde le jeu, des fois il me passe la manette, des fois c'est lui qui joue, des fois c'est moi qui joue, mais c'est genre, il se passe un truc au con à l'écran, un truc à la con à l'écran, puis on commence à rigoler, il dit un truc, puis je rebondis dessus, ouais. Et c'est comme ça que le gag se crée en fait. Ça permet d'aboutir au gag qui est pas évident. C'est en faisant un ping-pong d'idées, voilà quoi.
D'accord, ok. De toute façon, clairement, les JDG, ils auraient pas du tout, c'est dommage que Seb soit pas là, mais les JDG, ils auraient pas du tout la même tête si c'est moi qui les écrivais tout seul, quoi, clairement. Tu vois, les jeux en vrac, je les Il y a écris une tout seul. grosse touche de Seb alors. Ah oui, non, mais énormément, énorme. énormément. Ouais, c'est. Je veux dire, les blagues sont drôles, les blagues de la Harry Potter, elles sont drôles parce qu'on les a écrites à deux réellement et que c'est vraiment. C'est comme ça que la blague est rebondie et qu'elle peut avoir plusieurs variations. C'est parce qu'il y a. C'est parce qu'il y a deux cerveaux. Mais moi, je prends l'exemple de l'Angry Video Game Nerd qui écrit tout seul. Et ça, j'avais vu son making-of et ça se voit que des fois. Quand t'écris tout seul, t'as pas de retour sur tes propres vannes. T'es là, t'écris un truc, tu fais ah, c'est drôle, je crois. Et y a personne pour te dire bah non, c'est de la merde, si jamais c'est pourri. Ou personne pour te dire. T'as pas de recul. C'est ça. Ouais. Y a pas de recul. Et puis même ta blague, elle a qu'une seule lecture en fait. Je sais que par exemple, Antoine aussi, il aurait adoré avoir quelqu'un pour écrire avec lui parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire à deux que tout seul, de toute façson, de manière générale. Bah justement, là, pour son épopée. Non, pas l'épopée temporelle, pour son. Comment ça s'appelle Clidvania. Il a écrit à deux. Avec, oui, bah oui. Je pense qu'il s'est beaucoup plus éclaté, à mon avis, en l'écrivant à deux qu'en l'écrivant tout seul. Voilà, tout à fait. Très bien, donc deuxième question. Alors, bien que la chaîne Le Joueur du Grenier soit la création de deux personnes, lorsqu'on pense au Joueur du Grenier, on te visualise en premier lieu. Est-ce que le fait qu'un tel soit mis plus en avant que l'autre ne vous dérange pas, ou du moins n'a jamais posé de problème ? Alors, non, pas du tout. Très franchement, je me permets de répondre à la place de Seb, du coup, parce qu'on a déjà eu cette question, donc je connais la réponse. Pas du tout, et en fait, qui est le joueur du grenier, ça s'est vraiment décidé au pif, du tout, complètement. C'est au moment où on s'est dit, c'est littéralement au moment où on allait filmer, on s'est dit, bon, bah, qui y va ? Je fais, bon, voilà, c'est littéralement, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas du tout... si Seb avait dit oui ce jour-là, bah, ça serait lui le joueur du grenier. Ouais, donc en fait, ça aurait commencé un autre jour l'émission, ça se tombe, ça aurait été Seb complètement, endossé. Vraiment, il n'y avait rien d'établi ou quoi. Sachant que après, c'est le premier script qui remonte à quasiment 9 ans, donc je t'avoue que j'ai pas la mémoire aussi fraîche que ça. Mais, Et est-ce qu'il regrette, justement ? Non, pas du tout. Au contraire, ça lui va très bien comme ça, en fait, parce qu'il apprécie... Il apprécie de pas avoir les inconvénients d'être complètement mis en avant, tu vois ce que je veux dire. Cette situation lui va très bien, et puis de toute façon, c'est pas quelqu'un qui aime naturellement se mettre en avant. C'est quelqu'un qui est peut-être plus réservé que moi quand même, donc ça lui va parfaitement comme ça, quoi. D'accord, donc ok. Ça vous sied bien, vos deux. Ouais, non, il n'y a jamais eu de souci de oui, mais toi t'es plus connu. Mais par exemple, en convention, quand vous faites des dédicaces et que peut-être les gens vont plus vers toi que vers Seb, ça ne te dérange pas ? Et figure-toi que c'est faux en fait. Ah bon ? Parce que alors j'ai une anecdote qui est très drôle, c'est que quand je me déplace avec Seb dans une convention, les gens reconnaissent d'abord Seb et après moi. Ah ouais ? Ouais, complètement. Ah, c'est marrant. Parce qu'en fait le truc c'est que je me déplace très souvent, j'ai pas vraiment besoin de lunettes pour vivre. Ouais. Et du coup je me déplace très souvent sans mes lunettes en fait. Ouais. Et du coup en fait, je sais pas si c'est le syndrome Clark Kent Superman, mais je te jure que typiquement il y a pas très longtemps pour la Harry Potter, on allait tourner un truc, une rustine au château, on avait oublié de tourner un truc, on est parti au château, on était 3, il y avait Seb, moi et Sad Panda. Ouais. On est parti tourner le gag où il était en fauteuil roulant, tu sais. Ah oui, ouais, je vois. Et on a croisé donc deux personnes qui étaient dans le château, qui se promenaient dans le château, des touristes, qui nous connaissaient. Les deux viennent vers nous, ils font en nous voyant comme ça, et puis il fait le mec me tourne le dos et fait c'est Seb de Joueur du Grenier, comment ça va, il est où Fred? Et j'étais là, j'ai fait je suis là, alors que j'étais là, j'étais pas caché derrière un arbre ou quoi, tu vois. Et c'est vraiment les gens, en fait, dès que j'enlève mes lunettes, ne me reconnaissent plus. Ouais. Je pense que parce que il y a le côté, comme il y a le côté chemise jaune qui ressort énormément. Oui, c'est ça, tu mets beaucoup de couleurs flashy, donc voilà. Si tu mets un manteau noir, par exemple... et effectivement, les gens connaissent beaucoup plus Seb que moi, et tu pourras demander, si un jour tu peux demander à Seb, tu verras que c'est vraiment, je peux me déplacer, mais comme un ninja derrière lui, les gens ne me grillent pas du tout. Après, j'ai un physique qui est beaucoup plus random en même temps, tu vois, les cheveux courts, bruns, enfin tu vois, c'est beaucoup plus banal, tu vois, que Seb qui a les cheveux longs et le côté métalleux un peu, tu vois, donc je vois. Mais voilà, non, ça lui va très bien, Seb. D'accord. Cette formule. Oui, et puis après, avec le bazar du grenier, il peut aussi faire ses petites vidéos de son côté. Bon. Ok, tout le monde s'y retrouve alors. Alors, troisième question. Ça fait 8 ans et demi que vous faites des vidéos sur YouTube. Vous faites partie des tout premiers youtubeurs francophones, ce qui vous a permis d'être témoin de l'évolution du contenu proposé sur YouTube par les différentes générations de youtubeurs. En 8 ans et demi, beaucoup de choses ont changé sur YouTube, en bien comme en mal, et justement, quelle est votre opinion sur cette évolution ? Je trouve que YouTube a beaucoup changé
très vite dans les 2 dernières années, moi je dirais essentiellement, dans les 2-3 dernières années, ouais. Beaucoup moins vite que dans les 6 premières. Ouais, après. grave, Okay. vraiment, vraiment. Je sais pas si c'est l'apparition de l'onglet tendance qui a fait ça, ou l'arrivée d'une nouvelle génération de youtubeurs. Je pense qu'il y a eu aussi d'abord la première génération de youtubeurs qui est arrivée genre en mode genre on va faire ça au pif parce que c'est rigolo de faire des vidéos. Ouais. Après, il y a eu la monétisation et il y a eu le truc qui s'est démocratisé, tu sais, le truc où c'est genre, ouais, il paraît qu'on peut faire plein de sous en jouant à des jeux vidéo, il paraît qu'on peut devenir célèbre et machin sans devoir passer par une école de théâtre et rentrer dans des films, machin. Ça, tu sais, faire du théâtre, du cinéma, ça a l'air inaccessible pour le Pékin de base. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que devenir célèbre sur YouTube, ça a l'air tout de suite beaucoup plus proche. C'est hop, j'allume la webcam, je me filme, et allez, en avant, je suis parti, à moi les femmes. Pour la première fois, le succès était à portée de main. C'est ça, ça a l'air beaucoup plus accessible pour le Pékin de base. Et du coup, je pense que c'est à partir du moment où cette génération de gens qui sont arrivés sur YouTube en se disant non pas je vais faire des vidéos, mais je vais être célèbre. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens tu penses que c'est direct après la première génération que c'est apparu? Non, pas direct après la première. Il y a eu du temps quand même, il a fallu que les gens grandissent un petit peu. Mais il a fallu que les gens grandissent en regardant des gens célèbres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens qui je pense, hein, c'est que mon avis, après j'en sais rien. Mais les gens qui ont grandi en regardant des gens un peu connus, en se disant ouais, ce mec il est célèbre, il a plein de thunes, il mène la belle vie, tu vois. Et après, je sais pas. Ouais, ils se lançaient plus pour ressembler à leurs idoles, entre guillemets. Ouais, c'est difficile à dire. Mais après, dans les 2 dernières années, clairement, c'est là où ça a vraiment pris une sale tournure. De toute façon, ça c'est un truc que moi, on en parlait quand on s'était vu au TGS. On avait une question, je sais plus c'était quoi la question de quelqu'un du public. Oui, c'était YouTube contre la télé, en disant oui, mais YouTube, c'est bastion contre la télé, machin, etc. Ouais, oh puis tu disais dans ta FAQ que justement c'était la télé qui avait gagné. Alors que non, pas du tout. Effectivement, YouTube, c'est la télé. C'est devenu la télé, YouTube. Pire que la télé, même. C'est même pire que de la télé, c'est de la télé sans moyens, en plus. C'est vraiment... C'est le même concept de la télé, mais en amateur. C'est ça, c'est genre, vous aimez pas ce qu'il y a à la télé? On va faire la même chose en moins bien. C'est génial, mais qu'est-ce que j'attends? Et paradoxalement, c'est aussi la faute des gens. C'est les gens, ils ont... Bah, la loi de l'offre et la demande. Exactement, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est quand on dit oui, ces connards de youtubeurs qui font des vidéos sur le hand spinner, mais les connards de youtube, il y a pas, à aucun moment il y a eu un youtubeur qui s'est dit ah enfin je suis champion de hand spinner, c'est mon moment, ça y est, c'est pour moi, c'est l'heure de briller depuis le temps que j'attends ça. Clairement, non, c'est les youtubeurs, ils se mettent à faire des vidéos de hand spinner parce qu'il y a des connards pour les regarder quoi. C'est voilà, et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est après, triste, c'est vrai que même. Les youtubeurs ont aussi leur part de responsabilité, parce qu'ils savent, ils se disent bon voilà, je vais parler du hand spinner, ça va forcément marcher, donc voilà, ils font telle vidéo en sachant qu'elle va marcher quoi. Ouais. Ils parlent d'un sujet sans pour autant aimer le sujet. C'est ça qu'on peut leur reprocher aussi. Oui, non, mais ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais il y a aussi donc cette part de responsabilité du public qui passe en... C'est par exemple, c'est quoi un truc à la con, mais la fiction sur Internet ne marche pas. La fiction, les web-séries, tout ça. Les web-séries, ça ne marche pas. La fiction ne marche pas. Et quand les gens te disent, mais c'est génial ce que tu fais, tu devrais faire une web-série ou une fiction, non. non. Ouais, je vois avec Avenir qu'elle a sa web-série qui marche pas du tout par rapport à des vidéos bien plus faciles qu'il fait. Oui. C'est décourageant. Hein. Oui. Même t'as l'impression que presque le travail ne marche pas. Je prends l'exemple de Benzaï où on a fait une vidéo à la con. Genre, il avait une idée débile, c'était de manger des dragées de Bertie Crochu. C'est une vidéo à la pisse en face cam avec on mange des bonbons. Voilà. Ouais, vous imitez Mehdi Jarachi et David Lafarge. La vidéo a fait 2 fois plus. La vidéo a doublé en 2 jours son scroller qu'il a fait il y a 3 mois, quoi. Ouais, j'ai vu, ils ont emmené à 600 000 vues là. Voilà. C'est absurde, tu vois, c'est absurde. Et ça encourage, c'est fou, mais ça encourage pas à faire de la qualité, quoi, vraiment. Tu te dis, mais pourquoi faire, quoi? Pourquoi je m'emmerde? Clairement, pourquoi je me ferais chier à mettre des jours, des semaines, à investir du pognon et du temps, de l'énergie, de la passion dans un truc, alors que juste tu vas allumer ta webcam pourrie et péter dans un bol, et ça fera plus de vues. Enfin, ou manger un kebab, et puis vidéo dégustation, 1 million de vues. C'est ça, mais c'est... Et le truc, c'est qu'en fait, maintenant, les gens consomment YouTube comme ils consomment la télé, c'est-à-dire le truc que tu regardes en éteignant le cerveau sans réfléchir. Ouais, en bruit de fond, tu zappes. C'est ça, tu cliques, le truc qui passe, tu regardes même pas ce que c'est, tu regardes 10 secondes et tu passes à la vidéo suivante. Ouais. Et du coup, c'est cette consommation, je pense que c'est surtout la consommation de YouTube qui a évolué pour le public. C'est plus devenu du consommation fast-food, en fait. C'est ça, c'est plus c'est exactement ça, c'est devenu le truc que tu consommes vite fait sur ton portable dans le bus, mais ça s'est accéléré, en fait, plus le temps passe, plus ça s'accélère, en fait. Ouais. Et c'est pas cool. Après, ça dépend de la communauté qu'on veut, quoi.
Je vois, Évidemment, c'est sûr. Noob qui ont continué malgré tout à faire une web-série, ils ont certes que 300 000 abonnés, il me semble, mais derrière ils ont une communauté hyper fidèle, hyper soudée, qui est toujours là, toujours présente, dès qu'il y a besoin, par exemple, de récolte de fonds, des choses comme ça. Certes, voilà. Mais je me mets à la place de Fabien qui se casse le cul à faire des épisodes ou des films, enfin tu vois, qui se casse le cul à faire des trucs et qui fait moins de vues qu'un mec qui va jouer à Fortnite. Enfin tu vois, c'est. Oui. Ça dépend ce qu'on cherche en fait. Ouais, mais pour moi c'est vraiment le mode de consommation de YouTube qui a évolué vers un format plus télé. Et même au-delà de ça, c'est un truc que François Descraques avait dit. Il y a quelques années, on se disait que YouTube c'est formidable, on peut faire ce qu'on veut, on va avoir enfin des formats qui sortent de la télé. Or non, on reprend exactement les mêmes formats qu'à la télé et on les refait. Donc on les refait avec moins de moyens en plus. Donc c'est... Sachant que la télé commence à s'implanter de plus en plus sur YouTube aussi. Hein. En plus, ils rachètent des networks, donc des youtubeurs indirectement, ils ont des émissions qui commencent petit à petit à mettre sous format YouTube. Ouais. Donc on y vient. Hein. YouTube, le média de demain, comme on dit, mais bon, ce sera... C'est le média de demain qui prend ses idées hier, quoi. C'est c'est ça. Ouais, c'est bien malheureux. Et donc, pour toi, ce serait plus la nouvelle génération qui a fait ça, ou juste... Je pense que c'est le public qui a évolué. C'est le public qui a évolué ? Je pense que c'est vraiment le public qui a évolué. Ou qui est peut-être un nouveau public aussi. Peut-être, je sais pas, c'est trop... Parce que c'est assez flagrant, on va dire la tranche d'âge très majoritaire de YouTube, c'est entre 10 et 14 ans. Donc, ça a rajeuni. Forcément... Après, pour notre chaîne, nous, c'est un peu une exception, parce que nous, notre public, il est plus situé entre 18 et 25, du coup. Ouais. Mais en même temps, comme on est une très vieille chaîne, donc ça peut s'expliquer, quoi. Mais oui, je pense que le public comme le public rajeunit, il va chercher des trucs... à son niveau, on va dire, c'est un peu méchant, mais... Ou plus des youtubeurs qui leur ressemblent, donc qui ont leur âge aussi. C'est parce qu'on aime bien s'identifier à tel ou tel youtubeur. Peut-être qu'il y a Cyprien, Norman, le succès de leur podcast humoristique, c'est parce qu'on s'identifiait dans ce qu'ils disaient, en fait. Ouais, peut-être. Après, Cyprien, il est vieux maintenant aussi. Oui, mais je veux dire, quand il a commencé il y a 8 ans, son humour, voilà, on s'identifiait, c'était drôle, c'était des blagues sur les jeunes. C'est une question intéressante, et c'est vrai que moi, je me demande toujours à quoi ressemblera YouTube dans 3-4 ans, en fait. Justement, il y aura une question sur ça. Ah bon ? D'accord. J'avais remarqué justement moi que les youtubeurs ont de plus en plus tendance à parler d'eux. Donc oui, c'est vrai, ça c'est un truc, t'as raison. C'est plus des FAQ ou ma morning routine ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait maintenant le public cherche plus le contenant que le contenu, en fait. C'est ce que je... Voilà, c'est tout à fait ça. Ils cherchent plus le vidéaste que le contenu. C'est exactement le contenu ça. n'a aucune importance tant qu'ils voient le vidéaste. C'est exactement ça, t'as raison. T'as parfaitement raison. C'est vrai que c'est qu'en fait, maintenant, on ne suit plus une chaîne de gaming, on suit un mec. C'est ça. Typiquement, Squeezie ne fait plus de gaming sur sa chaîne. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'il a gagné. Quand il est monté sur scène pour les Video Game Awards, je sais pas quoi, à Paris Games Week, il est monté, il a fait oui, le meilleur youtubeur gaming de 2017. Il est monté sur scène, Squeezie, il a fait c'est cool, mais je fais plus de gaming sur ma chaîne en fait, donc merci. Ouais. Et voilà, maintenant on suit un youtubeur qui fait des trucs. Justement, je pense que l'évolution des vidéos gaming est vachement représentative de ce côté-là, parce qu'avant c'était vraiment que l'écran centré sur le jeu vidéo, avec de la voix off. Après il y a eu la petite caméra au coin, et la caméra, enfin cette caméra-là a commencé à être de plus en plus grande, à prendre de plus en plus de place dans la vidéo, jusqu'à qu'on arrive à un moment où on voyait plus le youtubeur que le jeu en lui-même en fait. C'est vrai. Avec Squeezie, Super Connard, Amixem, et puis ces gens-là, petit à petit, on fait de plus en plus de vlogs sur eux, de choses comme ça. Et maintenant on a sont sortis du gaming. Voilà, je trouve que c'est vachement représentatif. Puis pareil, la nouvelle génération, maintenant, ils commencent direct avec des vidéos sur eux sans être connus au préalable. Des FAQ, des morning routines, des comment... Enfin voilà. Moi ça m'emmerde les vlogs. J'ai essayé une fois, j'ai arrêté. Au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus de la vie. Ça me faisait trop chier quand même. Vraiment, j'étais là, bon, je vais partir à la convention. Après, c'est peut-être parce que c'était ton premier vlog, mais j'ai remarqué qu'on s'attache assez facilement quand tu suis plusieurs vlogs d'une personne. Ah ouais, Moi j'ai testé pour une vidéo et finalement tu t'attaches un petit peu à la personne, t'as envie de connaître un petit peu. En fait, c'est une sorte de télé-réalité en fait. Oui, complètement. De toute façon, on a complètement évolué dans un délire de télé-réalité. Maintenant, on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il a fait ce matin, est-ce qu'il a fait caca, c'était jaune. Je fais une vidéo avec mon petit frère, avec mon grand-père. Oui, c'est fou comme les gens sont curieux. Mais vraiment, moi je suis persuadé. Je vous présente ma copine. Par exemple, tu vois, ma femme déteste se montrer en vidéo, elle a horreur de ça. Mais je
suis persuadé que je ferai une vidéo genre voilà, je suis avec ma femme et on va jouer je sais pas quoi et on va vous parler de notre vie. Je suis sûr que ça ferait 2 millions de vues, quoi, tu vois. Bah, par exemple, alors que ça serait creux à l'infini, quoi, tu vois. C'est un exemple assez récent avec Pierre Cross qui faisait, il faisait plus trop ses vues à un moment, il faisait 200 000 vues, quelque chose comme ça. D'un seul coup, il a montré sa femme en vidéo et paf, c'était 1 million de vues ou 2 millions de vues maintenant. C'est dingue, hein, il y a ce petit côté malsain, je veux savoir, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je peux ouvrir la porte de tes toilettes? Ça, c'est un petit peu... C'est humain, après, c'est humain comme phénomène, je veux dire, moi j'ai connu l'arrivée de Love Story à la télévision, la première émission comme en ça. 2001, c'était fantastique aussi. Moi aussi, je fais, non mais c'est de la merde quand même, attends, je vais regarder juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Bah, on a ce petit plaisir sournois de... Bah ouais. Ce petit voyeurisme en nous. Bah on l'a tous, quoi, c'est comme ça, après je le comprends, mais c'est vrai que c'est pas super sain, quoi. Bah ça explique les vidéos, par exemple, enfin le succès de The Carry qui faisait 3 vidéos par jour sur sa vie, enfin voilà, des choses comme ça par exemple. Ok, donc 4ème question. Après toutes ces années sur YouTube, le fait de faire des vidéos et de tester des jeux vous plaît-il toujours autant ou est-ce qu'une certaine lassitude s'est installée? Alors non, tester les jeux ça nous plaît toujours autant, chercher les jeux ça nous emmerde de l'infini par contre. Il y a une phase chiante dans l'écriture des JDG, c'est quand on doit trouver le jeu. Parce que plus le temps passe... Parce qu'il y a les jeux, c'est comme les mines d'or, hein. T'as les veines faciles qui sont tout en haut, c'est celles que tu creuses en premier, et plus tu veux de l'or alors que tu continues à t'enfoncer, plus il faut creuser longtemps pour les trouver. Et les jeux, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on sait jamais ce que va être le mois suivant, hein. Je sais, là, la prochaine vidéo elle est déjà écrite, mais celle du mois d'après, je sais pas, s'il faut JDG c'est fini dans 2 mois, j'en sais rien en fait, tu vois. Ouais, vous avez pas d'idée de jeu. Ah non, aucune, on est complètement à flux tendu à 100%. Okay. Et du coup, en fait, c'est vraiment la phase qui nous emmerde, c'est celle où on doit trouver des jeux. Parce que très souvent, ça implique qu'il faut jouer au jeu, on y joue toute la journée, puis au bout de la journée, on s'aperçoit que c'est de la merde, et du coup... Donc vous avez perdu une journée. Balance, du coup, on a perdu une journée, ça fait une journée de moins pour écrire. Et c'est comme ça que c'est compliqué, les JDG, en réalité. Mais non, parce qu'à partir du moment où un jeu est vraiment pourri, on rigole. Quand le jeu il se pisse dessus et qu'il vomit dans ses couches, enfin là c'est drôle, quoi. Je veux dire, là typiquement le prochain jeu qu'on fait, je le spoil, c'est K2000 et Miami Vice sur PS2. Le jeu est à crever de rire parce que c'était des jeux d'Avilex, c'est la boîte la plus buggée du monde. Les jeux ils sont tellement mal foutus que vraiment on s'amusait en y jouant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu as envie de poursuivre plus loin pour te dire à quel point est-ce que le jeu à quel point le jeu peut continuer à se rouler dans la boue, quoi, tu vois. Et donc là on rigole, mais c'est quand le jeu est pas suffisamment pourri ou quand le jeu est mauvais parce qu'il est chiant, ça c'est les pires, quoi. Les jeux qui sont juste chiants, tu vois, voilà, alors le jeu, on s'emmerde. Enfin, tu vois, y a rien à dire. Y a rien à dire. Les blagues ont déjà été faites sur tel ou tel défaut. Ouais. C'est ça, puis comme en général, les jeux où on s'emmerde, ça veut dire que la blague, c'est forcément une blague où on s'emmerde, et on les a toutes faites. Ouais. Donc... c'est ce que tu dis souvent dans tes FAQ, que le plus dur, c'est de trouver des nouvelles blagues, de se renouveler quotidiennement. Ce que je dis à chaque fois, c'est vous avez un mur blanc, vous devez trouver 36 000 façons de me dire que ce mur est blanc. Ouais. Toutes différentes. C'est extrêmement compliqué, c'est la partie la plus compliquée des vidéos en fait, parce que évidemment c'est au bout de 3 ou 4 versions, t'es là, t'as tout fait, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, mais sinon, à part, mais par contre, continuer à jouer, continuer à tester, à faire des vidéos sur les jeux pourris, non, ça nous amuse. On s'amuse d'autant plus quand il y a un univers à parodier. Harry Potter c'était vachement fun. La prochaine vidéo c'est très années 80, ambiance années 80, donc ça, on va bien s'amuser aussi. Quand il y a un truc un peu rigolo à parodier, sérieux, c'est sympa, on s'amuse bien. Quand l'univers est plus générique, à ce moment-là, il faut l'inventer, mais sinon c'est moins intéressant, oui, c'est sûr. D'accord, mais c'est justement pour ça que vous faites de plus en plus d'intros longues ou de grandes scènes pour pallier à... Ouais, après, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on a fait le tour, hein. Je veux dire, s'il y avait pas de mise en scène, si la vidéo est commencée par « Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ce jeu » et que ça finissait par « voilà », ça serait chiant, non. Puis, de toute façon... JDG, on a trouvé notre marque de fabrique. On a trouvé notre marque de fabrique et notre vitesse de croisière à la vidéo Dragon Ball, ce qui était à 10ème, je crois, où c'est là où on avait vraiment commencé à faire des petites intros, des petites conclusions, une histoire qui se tient. C'est ça que les gens ils aiment, c'est ça qui fait notre différence avec la VGN par exemple.
même si c'est compliqué, même s'il y a des gens qui s'en foutent, et moi, c'est sûr, quand tu te fais chier à faire une super intro, une conclusion, une histoire, machin, et que le premier commentaire de la vidéo, c'est genre, oui, bah, appuie à tel endroit pour passer la mise en scène, t'as envie de dire, vas-y. Ouais, ça... Mais ça, vous êtes pas le seul, hein. Antoine Daniel, pareil, il se plaignait que les gens... Enfin, qu'il y en avait certains qui disaient, à quoi ça sert que tu fasses des intros, va direct dans le vif du sujet, bah oui, mais on s'est pas abonné pour ça. Bah oui, mais au bout d'un moment... c'est au bout de 9 ans, tu regardes plus la vidéo que pour le mec qui fait ouais mais putain ils ont pris de la drogue. C'est pareil, hein, Antoine Daniel au bout de quelques années tu vas pas regarder ses vidéos que pour lui qui fait mais il s'en fout, mais c'est complètement fou, il a sauté dans le vide, enfin avec cet accent d'ailleurs. Mais non, c'est au bout d'un moment il faut quelque chose de plus. Faut pas attendre que le public demande, faut te renouveler. Et puis de toute façon c'est le grand paradoxe d'internet, c'est que les gens te reprochent quand tu évolues, mais si tu évolues pas ils arrêtent de te regarder. Oui, c'est vrai. Ça résume très bien, belle phrase. On va finir sur cette phrase. Ok, donc on en est à la 5e question. Le personnage joueur du grenier joue à des vieux jeux qui peuvent parfois s'avérer extrêmement durs. Aujourd'hui, il semblerait, ou du moins on a tendance à le penser, que les jeux vidéo soient de plus en plus faciles et qu'ils en perdent toute leur saveur. Quel est votre avis là-dessus ? Ça dépend des jeux. Après, les jeux, les jeux faciles en réalité, c'est facile. Pourquoi ? Parce que t'arrêtes de recommencer 4 niveaux en arrière quand tu meurs. Il y a plus de système de continu, t'as les vies infinies. J'appelle pas ça facile, hein. Si tu prends Witcher 3 par exemple, c'était bien dur, quoi, tu vois. Et puis il y a des Dark Souls, il y a des voilà. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, justement, Dark Souls, parce que tout le monde parlait de ce jeu, justement, parce que ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de nos jours, où les jeux sont, on va dire, assez faciles. Non, mais après, moi, je reprocherais pas qu'il y ait... Il y a la bonne difficulté, il y a la mauvaise difficulté, tu vois, il y a le truc de pas recommencer depuis le début du jeu au bout de 3 vies perdues. Oui, c'est bien, ça me va parfaitement. On est d'accord que ça n'emmerde personne. Après, il y a la mauvaise... Enfin, la facilité absurde, c'est quand vraiment, genre, t'as même plus besoin de lire une quête ou quoi, c'est juste, t'as une grosse flèche qui t'indique vers là où aller, et juste, en fait, tu te contentes de regarder ta minimap et de suivre bêtement le... Ça, c'est absurdement facile à ce moment-là. T'as déjà joué à World of Warcraft, par exemple ? Ah, bien sûr. Parce que justement, World of Warcraft, c'est vraiment l'exemple parfait du casu, entre guillemets, qui s'accélère dans le temps, où... on va dire la première extension qui n'en était pas une, mais la première version du jeu où il fallait être 40 pour attaquer un boss. J'ai fait les raids 40. Ouais, pareil, voilà, où il fallait 40 et puis des soirs de tests avant enfin de le descendre. Là, je m'en souviens de ça, putain. Mais tu vois, c'était paradoxal parce que je sais pas pour toi, hein, Warcraft, je sais pas, tu continues à y jouer, toi ? Ah oui. Parce que moi, je me suis arrêté. Je suis vraiment très grand fan de World of Warcraft. D'accord. Moi, j'ai fait depuis la bêta jusqu'à on s'est arrêté avec ma guilde, c'était la fin de la première extension, les elfes de sang. Burning Crusade Burning Crusade, ouais, mais ils ont rajouté le truc en dernier, la dernière. Tu sais, dans Burning Crusade, t'as eu l'extension, la Burning Crusade. Ouais, après, ils ont ouvert le Temple Noir et Archimonde. Ouais, voilà. Nous, on a fait. On était les premiers à kill Illidan avec ma guilde. Ah ouais, ça s'appelait comment ? Unskilled. Ah, d'accord. Sur Archimonde. Ah, je connais. Tu connais ? Ben voilà, ouais. J'étais chez Unskilled, du coup. D'accord. Il y avait Nihilum qui l'avait descendu international. Les premiers Français. Les premiers Français. Mais après, on a farmé. Après le Temple Noir, il y a eu 8 mois de farm du Temple Noir, et c'est ce qui nous a déglingué, parce qu'on n'en pouvait plus. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que c'était paradoxal, parce que Warcraft, ça devenait un deuxième taf à la fin, quoi. Ouais. Moi, je sais que c'est vraiment, tu bossais la journée, tu rentrais chez toi, te dire, ah putain, il faut que je farme mes potions, machin, mes élixirs, pour pouvoir me préparer pour le raid de ce soir qui est de 20h à minuit. T'en pouvais plus, quoi. Au bout d'un moment, c'était juste un deuxième boulot, quoi. Puis t'étais même pas sûr d'en ressortir victorieux, ça se tombe, tu perdais une soirée. Ouais. Donc voilà. Mais justement, de ce côté-là, moi, ça me fait... Enfin, j'en ai que des bons souvenirs. Des tests et des tests. A posteriori, oui. Parce que quand enfin t'arrives à tuer un boss, mais après tout ce niveau de difficulté que t'as eu dans la tronche, tu ressens une joie immense que maintenant t'arrives plus à avoir de nos jours, je trouve, parce que les boss sont beaucoup plus faciles. Évidemment, la satisfaction est à la mesure du challenge. Hein. Bah oui, mais voilà. Si jamais t'as pas de challenge, quand tu tues le boss, tu fais bon, voilà. Voilà, et quand je disais que World of Warcraft c'était vraiment l'exemple typique, c'est que maintenant, avec les nouvelles extensions, les boss sont de plus en plus faciles, on va dire. Et les gens s'en sont plaints, et justement, Blizzard a un petit peu plus pallié de ce côté-là. On va dire qu'on peut choisir son niveau de difficulté maintenant, dans
dans les raids. Après, je crois que les raids sont tombés à 10 maintenant, c'est ça? À 10 ou à 25. C'est toujours 25, ça va bouger? Ok, d'accord. Ça dépend, mais après tu peux choisir tes niveaux de difficulté maintenant parce que justement les joueurs s'étaient plaints que tu tombais les trucs tellement facilement quoi. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais même à Burning Crusade, dès le premier jour de l'ouverture du Temple Noir et des Grottes du Temps, la guilde Nihilum, la première guilde mondiale, avait déjà tombé les 2 boss. Oui, non, et Blizzard, ils étaient sur le cul. C'est des Suédois, c'est pas des êtres humains, ça compte pas. Enfin, en tout cas, c'était des Horde, les meilleurs. De toute façon, je m'en fous. En France, c'était nous les premiers. Mais oui, j'étais chez la Horde aussi. J'avais un druide resto, moi. Ah, d'accord, très bien. Bon, un tauren guerrier, moi, à l'époque. Ok, donc tu penses que les jeux vidéo, en soi, le niveau de difficulté a pas tant changé que ça? Si. Ça a forcément baissé, mais c'est parce que simplement, les gens, ils ont plus de patience. Avant, t'avais un jeu vidéo, le jeu vidéo... Déjà, avant tu pouvais pas pirater, donc le jeu vidéo, tu l'avais, tu te le tapais pendant 3 mois, et t'avais que ça, parce que tu fermes ta gueule et t'avais que ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Maintenant, t'as tellement l'envergure du choix que si un jeu te plaît plus, tu passes à un autre. En 3 clics sur Steam, avec 10 €, t'achètes 8 jeux différents. Ouais. Donc évidemment que les gens, c'est pareil, c'est le phénomène du zapping, hein, c'est exactement la même chose. À partir du moment où t'as 10 jeux différents, dès qu'un jeu te résiste, si un jeu te résiste plus que 5 minutes, tu vas faire, elle fait chier, et puis tu vas passer à un autre, tu vois. Ouais. Donc quelque part, les développeurs s'adaptent, parce que si jamais t'achètes un jeu d'une boîte, que le jeu t'y arrive pas et qui t'emmerde, le suivant tu vas pas l'acheter, quoi. Donc je pense qu'il y a une partie de ça aussi. C'est juste les développeurs qui veulent que les gens ils puissent avancer un peu dans leur jeu pour leur donner envie de voir la suite, d'acheter des DLC. Ah oui, les DLC, c'est le cancer de maintenant, ça. C'est... Ouais. Je sais pas ce que t'en penses des DLC, mais... Ouais, mais on vit très bien avec le cancer, hein, maintenant. Tu sais, ce que je veux dire, c'est certes, c'était le cancer, les DLC, mais non, bon, c'est fini. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était les add-ons. T'achetais le vrai, t'achetais l'add-on. T'achetais ton jeu, t'achetais 35 € ton CD, et t'avais un vrai add-on. Mais je l'ai vécu, hein, moi, la transition add-on DLC. Maintenant, il y a des gens, maintenant, ils ont connu le jeu vidéo qu'avec les DLC. Mais du coup, les DLC, t'as rien contre sur le principe? Si, mais il y a plein de choses contre lesquelles je suis contre, mais maintenant, c'est trop tard, ils sont là, tu vois. Ouais. C'est pour ça que tu peux plus lutter contre ça maintenant. C'est tous les jeux pay to win et tout. Ça c'est sale. Tous les jeux le font maintenant, les DLC, même les boîtes que j'adore, comme Sega qui fait les Total War, qui très longtemps refusaient la politique des DLC, ils s'y sont mis. Ouais. Bon, même quand tout le monde s'y met, à un moment tu fais allez. Et j'étais même surpris, là, le nouveau Dragon Ball Z que tout le monde adore, là, le nouveau jeu, a aussi des DLC. Qui est fort, ouais. Mais pour les nouveaux personnages... C'est un moment, je veux dire, tu sais, ça sert à rien de faire à 90 ans, oui, moi je suis contre les DLC, alors que genre, non, mais c'est bon, ils se sont, tu sais, c'est les Romains qui sont installés en Gaule, ils ont tout conquis, ils ont fait des enfants à vos femmes, non, c'est bon, arrêtez, à un moment, c'est fini, faut arrêter de lutter, ils sont là maintenant, c'est terminé. Non, faut se faire à l'idée, ouais. Bon. Voilà, ils sont là, donc c'est terminé, les DLC, faut arrêter de faire le vieux DLC, c'est mort, c'est comme ça. Après, vous êtes libre de pas les acheter, par contre. Moi, je sais que des DLC, j'en ai jamais acheté aucun. Ah ouais? Aucun. Non, parce que si je vais sur, j'en sais rien, moi, Skyrim, je vais sur TES Nexus, je prends mes modes gratuits faits par des fans, et ça marche très bien, et en général, sur tous les jeux, t'as des modes gratuits faits par des fans. Est-ce que j'ai Imaginons, il y a un DLC sur Star Citizen, par exemple. Ouais, non, mais ça compte pas, là. Ça compte là, pas. je suis sûr que ça te tenterait. Moi, je suis Star Citizen, je suis un mouton, moi, tu sais, donc... Un DLC avec des nouvelles planètes et tout. Ok, donc du coup, 6ème question. Alors, vous ne vous en êtes jamais caché, l'une des raisons pour laquelle vous avez créé une chaîne secondaire vous permettant de proposer plus de vidéos était de pouvoir tirer des revenus corrects de YouTube. Mais depuis 2 ans, les règles de monétisation deviennent de plus en plus strictes. Certaines vidéos se font démonétiser, les pubs rapportent moins qu'avant, et les abonnés ne reçoivent pas toujours les nouvelles vidéos dans leur fil d'abonnement. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Heureusement, on n'est pas très touché par ça. Je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais en fait, le truc, c'est que on est chez une régie pub, et il y a 2 systèmes chez les régies pub. Tu as les petites chaînes et les grosses chaînes. Malheureusement, on est cassé dans les grosses chaînes, donc malheureusement pour les autres et heureusement pour nous. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas le même fonctionnement au niveau des pubs, de la monétisation. Il y a un système de premium en fait, qui fait que c'est pour ça qu'on peut se permettre nous de mettre des musiques, des extraits, des conneries. On n'a pas le droit normalement. Mais en fait, c'est que le robot. Ça, c'est pas par rapport au network plutôt.
Je sais pas, je pense que oui, hein. J'en Ouais, sais c'est ça. rien. Enfin, il me semble que c'est pas le fait que tu sois une grosse chaîne ou pas, c'est le fait que tu appartiennes Oui. à tel ou tel network. Certes, mais je veux dire, même Par exemple, toi, t'es chez Melberries, chez Melberries, ouais. qui est plutôt un gros network et qui permet d'avoir des contrats premium, je pense. Je pense que c'est ça, mais du coup, le fait est qu'on ait un truc premium comme ça fait qu'on n'est pas soumis au robot automatique de YouTube. Parce qu'effectivement, si on était soumis au robot automatique de YouTube, en vrai, le robot il passerait sur toutes les vidéos, il ferait non. Ouais. Enfin voilà. Et là, à ce moment-là, la chaîne, on met la clé sous la porte et c'est fini. Hein. Mais dans la mesure où on est premium, on n'est pas soumis à ce claim automatique de la part du robot qui fait que il peut y avoir des claims. On a des vidéos qui sont fait claim, et notamment sur les deux chaînes sont en premium, mais JDG et Bazar. Et on a pourtant plus d'une douzaine de vidéos sur JDG qui sont claim. Voilà. Donc claim, ça veut dire démonétiser. Hein, Oui, démonétiser. Ouais. Et du coup, ça veut dire démonétiser et que la monétisation va à quelqu'un d'autre que vous. C'est ça aussi. Donc du coup, il faut faire la demande pour qu'elle soit remonétisée. C'est ça, en gros, tu travailles, mais pour quelqu'un d'autre. T'as ta vidéo. Pour 10 secondes de musique. C'est ça, pour 10 secondes de musique, ils font, bon, allez, je vais prendre, vous voyez, ces 10 secondes de musique, je vais prendre tout. Voilà. Les 30 minutes de vidéo. Je prends tout. Voilà, c'est à moi. C'est moi qui ai tout fait. Voilà. Ouais, la logique YouTube. Voilà, ça marche comme ça. Et du coup, on est quand même soumis au claim manuel. C'est-à-dire que si un éditeur vient manuellement, si un mec de Warner Bros vient manuellement faire c'est à moi, à ce moment-là, on peut rien dire. Voilà. Mais pour les trucs automatiques du robot YouTube, on n'y est pas soumis, heureusement, parce que sinon on serait dans la merde. Je sais pas, c'est paradoxal parce que t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de thunes sur YouTube, mais que YouTube est paradoxalement de plus en plus crochu à donner sa monétisation, surtout pour les petites chaînes. Je pense que nous, franchement, moi je te dis, on a eu de la chance. Surtout, on a eu de la chance d'arriver parmi les premiers, parce qu'en vrai, un JDG qui arriverait maintenant, bon, je pense que quelqu'un d'autre l'aurait fait avant nous, hein. Mais un JDG qui arriverait maintenant, je suis pas sûr que ça marcherait autant, et je pense qu'on galérerait de l'infini à réussir à percer, quoi, tu vois. Ouais, c'est format trop long pour maintenant. Ouais, voilà. Clairement. Mais ouais, mais c'est tous les trucs liés à la monétisation, c'est compliqué, parce que c'est vrai que ça baisse. Moi, ça, je le vois sur notre seconde chaîne, par exemple. On est obligé de cravacher toujours plus pour faire autant, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire qu'avant, quand on voit l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait donc, en moyenne, le bazar, c'est 10 millions de vues, à peu près, en moyenne, par mois. 10 millions de vues par mois ? Par mois, ouais, à peu près. On voit donc à peu près... on devait faire X vidéos pour atteindre ces 10 millions de vues, et maintenant on est obligé d'en faire X plus 3 pour atteindre le même vue, tu vois. Parce que ça baisse, parce qu'effectivement il y a tous les problèmes si les gens ils cliquent pas sur la cloche, s'ils font pas des manips de fou, ils reçoivent pas les notifications. Ça c'est aberrant, c'est comme les tendances, personne sait comment ça marche, c'est complètement fou. Là, Harry Potter il est pas en tendance, ça m'a rendu ouf, quoi. Et comme je te disais, c'est peut-être parce que la vidéo faisait 35 minutes et que YouTube calcule le temps de pourcentage de vidéos visionnées moyen, et peut-être que vu que ça faisait 35 minutes, il n'y a pas tout le monde qui est resté jusqu'à la fin. Très certainement, oui. Enfin, après, il y a plein de facteurs pour les tendances, et certains qui sont incompréhensibles. Très certainement, mais quand je vois que genre Ruki, avec On n'est pas couché, était devant nous, ça me fait mal au cul. Non, mais, après, il y en a certains qui payent aussi pour être dans les tendances, et ça marche. Et j'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai. Non, mais ça marche. C'est vrai, et ça marche en plus. Hein. Parce que quelqu'un, je crois que YouTube n'arrive pas à pallier le problème pour l'instant. Je crois que c'est Panda qui m'a expliqué ça, qui m'a dit que maintenant il y a un système où genre tu peux dire j'achète 100 000 vues de tendance. Oui, c'est ça. Et que ta vidéo elle va rester en tendance pendant 100 000 vues. Et donc après, comme elle sera en tendance, elle va s'auto-entretenir et elle va rester en tendance. Et le pire, c'est que ça marche. Donc j'espère que YouTube va pallier à ce problème assez rapidement, parce que c'est assez chiant. Je sais pas, il y a quoi ? Il y a un site acheter les tendances, c'est quoi ? Tu donnes de l'argent à YouTube ? Comment ça marche ? Je sais pas, je suis pas au courant. Je me suis pas trop penché sur la question, mais... C'est comme Facebook, quoi. Si tu vois, on a 600 000 abonnés sur Facebook. Quand je fais un post, ces gens, ça l'envoie qu'à 200 000. Et Facebook te propose de payer pour que la 100% de l'audience voit le truc. Est-ce que vous voulez envoyer un message aux gens qui se sont abonnés à vous ? Eh bien, c'est 200 €. Mais c'est même pas ça, c'est juste que 100% de ton audience voit le post. J'ai l'impression. C'est ça. Enfin, même pas leur envoyer un message, tu sais juste qu'ils le voient dans. Ah oui, dans leur fil, c'est juste ça, effectivement. Sinon les gens ne le voient pas dans leur fil. Non, mais donc ça veut dire que quand la vidéo que j'ai postée sur mon Facebook, il y a le tiers des gens qui sont abonnés à mon Facebook qui l'ont vu. Les 2 tiers ne l'ont pas eu parce que j'ai refusé de payer 200 balles pour. Et c'est pour ça que je préfère Twitter, justement. Normalement, là, il y a toute ton audience qui voit... Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais ça m'étonnerait pas. Je sens tellement que ça va être comme Facebook aussi. Ça m'étonnerait pas.
Après, je pense qu'il y a aussi le côté, il y a de plus en plus de youtubeurs, de plus en plus de choix, et les gens sont un peu noyés dans toutes ces vidéos. Ça, oui. Tu vois, si on compare à il y a 8 ans où il y avait toi, Cyprien, Norman, dès qu'une vidéo sortait, tout le monde cliquait. Bien quoi. sûr, il y avait une dizaine de chaînes. Et là, maintenant, tous les jours, enfin, je pense que la moyenne des chaînes auxquelles on est abonné, ça doit tourner autour de 100 pour chacun. Donc maintenant. Moi, j'en ai 6, mais. Bon, d'accord. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'abonnements, et je sais que tous les jours, ils doivent recevoir 50 vidéos dans leur fil d'abonnement. Ouais. Parfois, certains, enfin, j'imagine qu'ils regardent en diagonale, parfois ils en loupent certaines. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, quoi. Bah, c'est aussi pour ça que de plus en plus, c'est 40% des vues d'une vidéo, ça va être de la miniature, enfin des trucs aberrants comme ça. C'est pour ça que quand vous voyez des miniatures ultra colorées avec des titres marqués en gras, en police impact, avec quelqu'un qui fait de dessus, c'est parce que les gens ils savent très bien que quand vous rentrez chez vous, que vous scrollez sur votre ordinateur, vous allez passer à toute vitesse, et donc le machin qui va vous accrocher le regard, c'est le mec qui fait oh secours, enfin avec un truc en vert clair fluo derrière, enfin avec les titres en majuscules. Voilà, c'est bon, je le fais pas ça, mais non, ouais. Et puis pareil pour la monétisation, j'ai l'impression que c'est toujours le même gâteau, mais qu'on se partage de plus en plus en petites parts. C'est ça. Et je pense que ça expliquerait un petit peu le problème. Et puis il y a eu l'affaire Logan Paul en début d'année, là, j'ai l'impression que YouTube a changé quelques règles encore une fois à cause de ça. On avait eu PewDiePie en début 2017, où ça avait engendré certains problèmes également. Enfin bref. Du coup, 7ème question. Dans votre vidéo FAQ de décembre 2014, vous aviez dit que l'émission Joueurs du Grenier était plus proche de la fin que du début, faute de nouveaux jeux à tester, de blagues déjà faites, et d'une communauté de plus en plus vieillissante. Vous aviez même prévu l'arrêt de la chaîne courant 2016. Finalement... Il y a 2 ans. Ouais. Finalement... 2014, c'était si vieux que ça ? Ouais, décembre 2014, d'accord, la FAQ, ouais. Finalement, vous êtes toujours là, accompagné de nouveaux concepts, et l'émission s'est élargie aux jeux PS2 et Xbox. Du coup, comptez-vous à l'avenir élargir de nouveau l'émission Joueurs du Grenier à des consoles encore plus récentes ? Oui, évidemment, tant que les jeux sont mauvais. Si je prends l'exemple... Donc l'émission a encore de beaux jours devant elle. Je sais pas, parce que plus on avance dans le temps, plus les jeux ont tendance à être moins mauvais. Ils ont tendance à être juste un peu nuls. Tu vois ce que je veux dire ? Les accidents de développement, parce que nous, ce qu'on fait dans les vidéos, c'est littéralement des accidents, quoi. Je veux dire, c'est quand t'as un jeu qui sort, que tout est foiré, que rien ne marche, que les textures bug, c'est des accidents, quoi. C'est les mecs, ils ont sorti ça, ils ont fait, allez, c'est bon, je veux plus le voir. Mais c'est plus, je pense que plus on avance dans le temps, à mon avis, ce genre de truc doit être moins fréquent sur PS3. Je suis même pas sûr. Enfin, autant je connais celui que tout le monde connaît, c'est Sonic 06 sur Xbox 360, qu'on fera certainement un jour dans un JDG. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus ce genre de gros carambolages de développement de jeux vidéo, ça doit être de moins en moins fréquent. Donc c'était plus fréquent à l'époque de la NES, de la Mega Drive, tout ça, parce que c'était vraiment à l'époque où les gens ils développaient au pif, ils étaient 3 dans un garage, et le jeu fait en 4 mois, et hop, ça part à l'impression, personne le regarde, ça arrive dans la jaquette, c'est de la merde. Enfin, c'était beaucoup plus facile d'avoir des accidents de développement comme ça. Mais plus on avance dans le temps, plus les jeux sont compliqués à faire, parce que 3D, parce que ça prend du temps, ça prend énormément de gens pour développer ça. Et du coup, quand ton jeu il passe d'un jeunesse fait pour 5000 balles en 4 mois dans un garage à un jeu sur PS3 où il faut 50 développeurs pendant un an pour avoir un truc un peu passable, il va moins y avoir de gros carambolages, de gros trucs de merde, quoi. Donc, parce que ça va quand même remplir le minimum vital pour que le jeu soit... pour que le jeu il lance et il roule un peu. Alors il cloque un peu quand il avance comme ça, mais voilà, je pense que plus on va avancer dans le temps, plus effectivement ça va être dur de trouver des jeux. Après effectivement, je me souvenais pas que c'était en 2014 qu'on avait dit ça, parce que en 2014 je pensais sincèrement que genre il nous restait 2 ans à tirer, à tout péter. Mais bon voilà, finalement on est en 2018. Moi j'aimerais bien atteindre les 10 ans. Ça me ferait plaisir d'atteindre les 10 ans. Avec une vidéo spéciale. Juste pour dire voilà, on a 10 ans. Voilà, juste pour dire ça y est, on est là depuis 10 ans. C'est fou, 10 ans c'est énorme. C'est le Club Dorothée quoi qui est là depuis 10 ans. Clairement. Moi c'est
c'est un truc qui me fait super plaisir, c'est quand on va en convention et il y a des gens qui nous disent, c'est un peu le phénomène Dorothée, des gens qui ont l'impression de voir le Père Noël en nous voyant, qu'on grandit avec vous. Parce que c'est ça, ils nous ont connus, ils avaient 8 ans, maintenant ils en ont 18, du coup imagine, tu vois, ils nous auront connus sur toute leur enfance, leur adolescence. Peut-être qu'ils montrent à leurs enfants après. mais tu dis ça en plaisantant, mais je sais que JDG c'est devenu un truc familial. Ah ouais? Ouais, complètement. J'ai énormément de parents qui viennent nous voir quand on est en convention, qui nous disent ah ben moi je regarde JDG avec mon fils parce que j'ai connu le jeu, parce que les gens qui ont ben moi j'ai 36 ans bientôt, les gens qui ont 36 ans, ben en général ils ont déjà des gosses, hein, donc des fois ils ont des gosses même qui sont suffisamment vieux pour eux-mêmes jouer. Donc du coup tu vois, c'est ça que j'adore moi, c'est justement qu'il y a un lien entre notre génération maintenant et celle qui est en dessous de nous, qui commence à avoir les enfants. Il y a le lien du jeu vidéo, chose que moi j'ai pas avec ma mère. Tu vois, ma mère elle va pas au ciné, elle joue pas à des jeux vidéo. Mais moi quand j'aurai un gosse, je pourrais jouer à un jeu vidéo avec lui, tu vois. Ouais. Et du coup il y a des parents qui regardent ça avec leurs enfants parce qu'ils comprennent, ils ont ce truc en commun et c'est génial. Le public de ton âge regarde parce qu'il reconnaît les jeux vidéo, et puis les enfants regardent parce que c'est des vidéos YouTube, c'est aussi de leur génération. C'est concilier les deux, ouais. C'est un peu rigolo. Mais oui, non, après non. Joueur du grenier, un jour, ça s'arrêtera. Oui, évidemment. Je veux pas, quand j'aurai 50 ans, c'est déjà un exploit d'avoir tenu, on en a 8 ans et demi, c'est déjà un exploit d'avoir tenu 8 ans et demi. T'imagines, 8 ans et demi sur YouTube, c'est fou, quoi, c'est du délire, quoi. C'est tellement vieux, enfin, je veux dire. Ouais. Mais un jour, joueur du grenier, ça s'arrêtera, mais ça veut pas dire qu'on arrêtera de faire des vidéos aussi, tu vois. C'est pas parce qu'on arrête joueur du grenier qu'on va faire allez salut, maintenant on disparaît. Oui, de toute façon il y a eu de nouveaux concepts, Papy Grenier, le bazar du grenier. Ouais, voilà, il y a Papy Grenier, il y a les bazars du grenier, on peut inventer quelque chose d'autre après joueur du grenier, hein. Je veux dire, Harry Potter, c'en est une preuve, finalement les jeux qu'il y a dans Harry Potter ils sont plutôt bons et les gens ils ont quand même aimé, quoi. Ouais, peut-être de plus en plus de mise en scène du coup, par exemple. Peut-être, en gardant quand même, c'est un truc moi que je veux quand même garder la partie test, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais on s'en fout, vous faites que de la mise en scène. Non, comme je dis, on parlait tout à l'heure de la fiction qui marche pas. Moi, le cœur de l'émission, c'est quand même le test de jeu. Je veux pas qu'il y ait déjà ça. On est presque à l'équilibre avec 17 minutes de mise en scène, 17 minutes de test et 15 minutes de mise en scène dans la dernière vidéo. Je veux pas faire plus. Je veux pas qu'il y ait plus de mise en scène que de test. En fait, ça c'est un truc que je voudrais vraiment pas, par exemple. D'accord. Mais après, tu parlais des jeux que justement ils auront de moins en moins de problèmes techniques. Peut-être que les blagues pourraient plus se centrer du coup sur juste les jeux sont nuls en soi sans avoir de problèmes techniques, tu vois. Bah oui, le mais gameplay il faut expliquer. Il est pas top, ou telle mission est marrante parce qu'elle est nulle dans son intérêt. Il faut expliquer, tu vois. Après, c'est ce qu'on fait sur la Harry Potter. La Harry Potter, c'est beaucoup, on se moque de l'absurdité du scénario. Oui, voilà. De l'absurdité. C'est facile de démonter la logique d'un jeu vidéo. Effectivement, le truc genre problème de hitbox, machin, ça va disparaître. Mais il y aura toujours le côté absurde d'un jeu vidéo où vous dire mais pourquoi vous avez fait ça alors que c'est tellement plus simple de faire ça. Enfin, tu vois. Il y aura toujours ce côté-là. Mais au bout d'un moment, c'est pareil. Ce genre de vanne, ça va tourner en rond aussi au bout d'un moment, tu vois. Donc, c'est moi le truc, c'est que quand on sort une vidéo, je veux que quand je la regarde, elle me fasse un minimum sourire. Bon, le truc quand on sort une vidéo, la vidéo, je l'ai vue 80 fois à force de la monter, elle me fait plus du tout rire, quoi. Je veux dire, Harry Potter, je la détestais, quoi. Quand elle est sortie, je me disais mais c'est de la merde, ça pue, allez, vas-y dégage. Ouais. Enfin, mais je veux quand même, il faut que 3 mois après, quand je la revois, que je me dise ah c'était cool, quoi. Ouais. Donc voilà, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, la barrière, c'est quand on deviendra une parodie de nous-mêmes, quoi. Quand vraiment on en sera au point de faire ah mais les développeurs, mais ils ont pris de la drogue, tu vois, et que là, que ce sera même plus de la parodie, mais que ce sera vraiment stricto sensu, genre comme certains chanteurs de maintenant qui sont une parodie d'eux-mêmes. C'est typiquement, je veux éviter, en fait, ça peut paraître méchant, mais je veux éviter à tout prix de finir comme la VGN. Le truc, c'est pourtant, j'adore ce gars, vraiment, j'adore, c'est lui qui nous a inspiré à commencer, enfin plus le Nostalgia Critique en réalité que la VGN, mais j'adore la VGN, j'ai adoré ses émissions, mais je trouve que depuis 1 an à peu près, il est vraiment en mode plus rien à foutre, et ça se sent dans ses vidéos qui se laisse porter, tu vois, qu'il est vraiment au schnaps, je sais pas, on ressent un peu dans sa vie, peut-être je me trompe, il n'y a plus la passion d'avant. Mais il n'y a plus vraiment une passion, on sent qu'il est plus en pilote automatique, il faut que je fasse ma vidéo pour vivre, tu vois. Et je veux vraiment éviter qu'on ait ce phénomène-là, ce phénomène du ah bah c'est vous voulez votre soupe du mois, allez hop, à manger, voilà, c'est leur... Donc vous, du coup, vous forcerez jamais si un jour ça vous plaît plus. Il faut jamais dire jamais dans la vie, mais ça me ferait chier de le faire.
Vraiment, ça m'emmerderait infiniment de devoir se forcer. Je pense que je préférerais vraiment arrêter et changer de concept. Plutôt après c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas de recul sur son propre taf réellement mais je pense que c'est les gens qui réellement à un moment le verront d'eux-mêmes et nous diront ah mais là les gars c'est pas terrible ce que vous faites quoi. Ouais, peut-être que ça sentira sur le nombre de vues qui baisse ou peut-être. Après c'est difficile de juger au nombre de vues parce que le nombre de vues il baisse pour tout le monde vu que le nombre de choix augmente, tu vois ce que je veux dire. Et puis ça baisse parce qu'aussi Joueurs du Grenier c'est pas une chaîne qui se renouvelle dans la mesure où notre public est assez vieux. On n'a pas le public qui fait oh, like et partage, enfin tu vois, on n'a pas trop ce public qui ils ont pas les réflexes partage réseaux sociaux. C'est ça, c'est notre public il a pas trop les réflexes de partage. Ni le réflexe abonnement d'ailleurs. Ni le réflexe abonnement. J'ai remarqué plus t'es vieux, moins enfin tu fais de compte YouTube, parfois tu regardes juste sur YouTube. C'est ça, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties et puis voilà. C'est ça, sans avoir de compte pour autant en fait. C'est ça, et tu vois par exemple quand on a stagné à 2000 abonnés du 3 millions pendant je sais pas combien de mois. 900 000 là qui sont restés une plombe. Qui sont restés de 2 990 000, même ça resté je crois que pendant 3 mois et demi à 2 990 000. Et puis au moment j'ai fait je l'avais jamais fait avant de dire bon j'aimerais bien si on pouvait passer sur les 3 millions pour cette vidéo ça m'arrangerait. Et on a eu 10 000 abonnés dans la journée, tu vois. Parce que c'est les gens, ils ont fait merde, c'est vrai que je suis pas abonné, quoi. Mais justement, tu le disais dans ta FAQ de début janvier, que ça te saoulait un peu, que vous ayez jamais dépassé les 3 millions. Bah ouais, ça fait chier un peu. Voilà, les d'autres youtubeurs ayant commencé au même temps que vous, genre Cyprien, Norman, qui ont maintenant 10 mais millions. Non, mais ça, ils ont explosé, mais c'est normal, eux, ils ont un concept qui est beaucoup plus généraliste, hein, tu vois. Nous, c'est le jeu vidéo rétro, quoi, tu vois, c'est vraiment... C'est enfermé quoi, comme truc quoi. Donc il faut aimer le jeu vidéo pour commencer, donc tu t'exclus toute une partie des gens qui aiment pas ça. Et ensuite c'est le rétro, les gens, tu sais les gamins qui ont 12 ans, ils arrivent sur YouTube, ils voient des images toutes pixelisées dégueulasses, et on fait oula c'est quoi ce truc là, c'est pour les vieux, donc ils vont même pas regarder, ils auront la curiosité, tu vois. Enfin pour la plupart. Et puis même Cyprien il sort de sa zone de confort, il fait de plus en plus de courts-métrages aussi, hein, donc ce qu'il fait maintenant c'est voilà, il se lâche hein, aussi, c'est pas... Même lui, ça l'emmerde de faire ce qu'il fait, je pense que même lui, les podcasts sur j'ai fait tomber des potes et ça colle, je pense que même lui, ça doit le faire chier. Hein, donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais... voilà, je pense que clairement, je sais pas si vous avez remarqué, ça n'intéresse plus de faire ça, c'est pour ça qu'il se lâche et qu'il fait des courts-métrages. Donc c'est bien, et c'est bien, et personne ne peut lui reprocher ça, hein, franchement. Ok, du coup, 8ème question. Donc maintenant, une question toute bête, mais qui peut amener à une réponse intéressante. Pourquoi aimez-vous autant les jeux vidéo ? J'ai eu ma première console quand j'avais 8 ans, je crois. C'était une Lynx Atari que mon père m'avait offert pour Noël, que j'ai cassé quelques jours après d'ailleurs, pour l'anecdote, d'un grand coup de genou, en m'énervant sur un jeu. Ça avait déjà commencé. Oui, c'est pour le coup. Je pense que c'est lié d'une manière générale à mon enfance. J'ai été gros pendant la plupart de mon enfance en fait, et du coup, étant gros, je sortais très rarement avec mes potes. J'avais pas énormément de potes déjà quand j'étais plus jeune, et donc je sortais très rarement quand ils faisaient on va jouer au foot, on va faire machin avec ce truc. Moi ça m'intéressait pas parce que genre je m'essoufflais au bout de 100 mètres et j'aimais pas ça. D'ailleurs quand je jouais au foot je faisais le goal toujours. Donc comme tous les gros en général c'est le gardien. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir joué aux jeux vidéo qui t'a rendu gros ou Non, je pense pas. C'est l'inverse. Je sais pas. Non ouais, je pense que c'est plutôt l'inverse parce que j'étais déjà, aussi loin que je me souviens, j'étais déjà enrobé quand j'étais au collège. Et du coup, après, c'est un cercle vicieux. Tu sors pas, donc tu maigris pas, donc tu as tendance à faire des loisirs tout seul. Et du coup, effectivement, il y a aussi le fait que je suis fils unique. J'ai toujours été tout seul chez moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as pas un frère pour sortir. Quand t'as pas... Enfin, moi, mes parents étaient divorcés, donc j'ai toujours vécu avec ma mère. Donc, tu vois, c'est... Je pense que c'est le fait de s'enfermer chez soi qui fait qu'effectivement c'est devenu un loisir après j'en sais rien, peut-être que j'ai toujours... Là il faut remonter à plus de 25 ans en arrière, donc je saurais pas te dire, je m'en souviens plus, tu vois, pourquoi j'aime le jeu vidéo. Mais tu penses que c'est lié à ton enfance du coup ? Je pense pas aux jeux vidéo, enfin peut-être le principe des jeux vidéo. Ah si, je pense que c'est un mélange des deux en fait. Je pense que c'est un mélange des deux, je pense que c'est juste, j'ai toujours aimé ça. Dès que j'ai eu ça, j'ai commencé à kiffer ça.
Mais je pense qu'aussi c'est parce que effectivement j'aimais pas trop sortir, j'aimais pas le sport. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt solitaire en fin de compte. J'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais jeune. Du coup effectivement je privilégiais les trucs qu'on peut faire tout seul et donc le jeu vidéo c'était parfait pour ça quoi. D'accord. Je pense qu'il y a de ça. Et puis après, il y a évidemment le côté que j'aimais ça, tout simplement, parce que je sais pas, je saurais pas pourquoi dire. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je peux dire que j'aime ça, j'ai toujours aimé ça, mais ouais, je pense que c'est effectivement sur le côté, j'ai toujours été solitaire en fait, j'ai toujours été plutôt solitaire, vraiment, même que ce soit toute ma période de collège, de lycée, j'ai vraiment eu des amis qui se comptaient sur le doigt d'une main. J'ai vraiment commencé à voir des gens uniquement à partir du lycée, de ma seconde première, où là j'ai commencé des jeux de rôle. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé les jeux de rôle que j'ai vraiment commencé à m'ouvrir et à commencer à devenir ce que je suis aujourd'hui en fait. Parce qu'en dessous de cette période, j'étais vraiment quelqu'un de très seul, de très solitaire et qui reste tout le temps tout seul. Très réservé. Ouais, de très réservé, très timide aussi. On a du mal à me croire maintenant parce que maintenant je fais des vidéos et je suis là, ouais, machin. Ouais. Mais j'étais vraiment super réservé parce que j'étais très très complexé par mon poids quand j'étais plus jeune. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai appris à m'amuser tout seul en fait d'une manière générale, je pense. D'accord. C'est super triste. Je vais mettre des petits violons. Ouais. Bon alors après, je dis vous à chaque fois dans les questions parce que normalement je pensais que Seb aurait été là, mais est-ce que justement tu pourrais répondre à la place de Seb? Est-ce que tu sais pourquoi il aime les jeux vidéo? Très franchement, non. Très franchement, non, parce que t'as jamais dit pourquoi. Non, c'est une question qu'on n'a jamais abordée. C'est l'évidence en fait. Tu vois, mais c'est pour ça que je dis que c'est une question bête, mais au final, quand tu réfléchis, la réponse c'est pas si évidente que ça parfois. C'est intéressant, par curiosité, je lui demanderai du coup demain. Mais non, j'ai jamais pensé à lui demander ça effectivement. Parce que Seb est pas du tout comme moi. Seb, il a eu une sœur, il avait un frère. Lui, il sortait, il faisait du rugby, machin, etc. Mais il a autant dévoré les jeux vidéo que toi. Mais il a autant dévoré. Je sais pas si après c'était à la même période. Tu vois, moi, c'était vraiment. Moi, j'ai commencé à vraiment aimer les jeux vidéo. C'était après Malinx Atari. En fait, j'ai acheté une Master System. Je sais plus en quelle année c'est sorti. Je crois que c'était 91 ou 92. Et c'était vraiment à partir de là où j'ai commencé à dévorer les jeux. À partir du moment où j'ai eu ma Master System. D'accord. C'est vraiment là où je restais. Mais ouais, mais plus j'essaye de me visualiser en fait quand j'étais plus jeune. Et il y a beaucoup ce côté effectivement, ce côté je suis tout seul et comme j'étais un peu un ours en fait. J'aimais pas sortir, j'aimais pas. Moi ça me faisait chier quand on me disait viens on va faire un foot, ça m'emmerdait. Viens on va courir, ça m'emmerdait. Viens on va voir ma mobilette qui fait du bruit, j'en avais rien à branler. Fait, tu vois, c'est vraiment. J'ai jamais cherché. En fait, j'ai jamais cherché à. C'est par exemple un truc à la con, j'ai jamais fumé de clope, tu vois, de ma vie. Jamais, je sais même pas quel goût ça a. Parce que j'ai jamais forcé le truc, genre ouais, je vais me porter des fringues de marque ou fumer des clopes pour faire comme tout le monde parce que j'ai envie de me faire des amis. J'ai jamais forcé ça en fait, tu vois ce que je veux dire. En fait, tu t'es réfugié dans les jeux vidéo presque. C'est peut-être un petit peu ça, effectivement. C'est on dirait une séance de psy. Allongez-vous là sur le côté. C'est presque un petit peu de ça, c'est-à-dire que j'ai jamais cherché volontairement l'affection, j'ai jamais forcé pour avoir l'affection des autres en fait. Tu vois ce que je veux dire. Si les gens m'aimaient tant mieux, s'ils m'aimaient pas, j'en ai rien à foutre. Et du coup, n'ayant jamais forcé les comportements de bande entre guillemets, du coup, j'ai jamais en fait je me suis toujours réfugié dans écoute, j'ai pas de potes pour m'amuser, c'est pas grave, j'ai ma console. Voilà. Du coup, comment on peut traduire le fait que maintenant, de nos jours, il y a une grande partie de la population qui adore les jeux vidéo? Ils sont pas tous seuls pour autant, je pense. Non, évidemment, mais après ça évolue. Après, moi, c'est pour moi personnellement, mais pourquoi les gens ils aiment tant les jeux vidéo aujourd'hui? Parce que c'est trop cool, je sais pas. C'est parce que c'est trop bien, on peut faire plein de choses. Mais c'est une question que ça peut leur apporter. C'est une question intéressante. Après, là, vraiment, j'essaie. Si vous voulez y répondre en commentaire. J'essaye d'analyser mon propre comportement, tu vois. Non, mais clairement. Tu vois, c'est là, j'essaye de m'analyser d'un point de vue extérieur, en fait. Donc, mais tu vois, ça peut être le côté, on vit une deuxième vie. Ça, c'est pour Star Citizen, par contre. Ça, c'est pourquoi j'aime Star Citizen, c'est pour ça. Tu vois, il y a ce côté, on vit une deuxième vie, où on a plus de pouvoir dans tel jeu, ou voilà, je sais pas. Ça peut être plein de réponses différentes. Ouais. Je vous laisse y répondre en commentaire, si vous voulez. C'est vrai que c'est une bonne question. Très bien, donc 9e question.
Alors, votre chaîne principale est très portée sur l'humour, avec parfois des blagues politiquement non correctes. Enfin, du moins, c'est ce que certains disent sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je sais que vous avez déjà abordé le sujet dans certaines FAQ, mais je me permets de reposer cette question, parce que j'ai bien aimé la réponse. Peut-on rire de tout sur YouTube dans une société de plus en plus crispée ? Comme j'avais dit, on peut rire, toutes les blagues sont valides tant qu'elles sont drôles, pour moi. Juste, voilà. Après, chacun a une échelle de drôlerie qui est différente, d'humour qui est différente. Le truc, c'est que si jamais tu prends comme valeur étalon l'humour le plus bas du monde, en te disant « je ne ferai rien qui me peut choquer la personne la plus choquable du monde », à ce moment-là, t'arrêtes tout. Parce que on peut dire « oui, mais il y aura toujours quelqu'un sur n'importe quel sujet, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre... surtout sur Internet. Surtout sur Internet, où c'est un sport. Où tout le monde est anonyme. Le truc, c'est que sur Internet, en fait, c'est un sport de s'offusquer. Oui, il se jette sur la moindre occasion, le moindre petit mot qui peut être pris de travers. C'est encore plus particulier sur Twitter, en fait. Ah oui, un vrai champ de bataille. C'est un champ de bataille. Pourquoi ? Parce que se plaindre est devenu le seul moyen d'exister pour beaucoup de gens, en fait. Ouais, clairement, ouais. Et si jamais ces gens-là arrêtent de se plaindre, ils arrêtent d'exister. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait leur personnalité. C'est ce qui fait que du coup, ils vont sauter sur le moindre combat, quand bien même ça ne les intéresse, quand bien même ils sont pas du tout concernés, les premiers concernés. Ou rejoindre telle ou telle communauté sans pour autant avoir les convictions, mais juste pour faire partie d'un groupe et s'offusquer. C'est extrêmement sensible comme sujet, mais effectivement, moi je pars du principe que c'est pas possible, ne peut choquer personne, c'est pas possible. De toute façon, moi, les vannes qui me font marrer, c'est les vannes qui choquent les gens. Moi, j'adore l'humour noir. Moi, c'est l'humour noir, moi, quand il y a des petits enfants morts, j'adore, ça me fait rigoler. Donc, du coup, à partir du moment où moi ça me fait rire, je me dis merde. Bah écoute, si moi ça me fait rire, ça fera rire d'autres gens peut-être, et puis voilà, c'est tout. Après, ce que tu disais aussi, c'est que justement, si tu dis non à on fait pas de blagues sur les handicapés, bah dans ce cas-là, tu dis non à tout. Parce que pourquoi est-ce qu'on ferait pas de blagues sur. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire de blagues sur les gros. Je veux dire, pourquoi. T'es le premier à en faire, tu disais. Dans ce cas-là, on fait pas de blagues sur les roux, sur les blondes. Dans ce cas-là, on va arrêter de faire des blagues sur les gens aux cheveux courts, quoi, tu vois aussi. Parce que moi, je vais m'offusquer parce que j'ai les cheveux courts. C'est non, moi je suis partisan moi je suis vraiment partisan de la liberté. Tout le monde peut se moquer de tout le monde et c'est comme ça. Après, je comprends, il y a des arguments qui sont intéressants de l'autre côté. C'est pour ça, moi j'adore avoir des débats avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Je trouve que les débats sont toujours plus intéressants quand la personne après c'est pas d'accord avec toi. Sinon ça s'appelle pas un débat, je pense. Non, après il y a des débats qui sont pas contradictoires, mais c'est plus intéressant. C'est pour ça que j'aime bien Usul, alors qu'on n'a jamais été du même bord. Mais quand on se voyait à l'époque où il habitait pas loin d'ici, quand on se voyait pour des soirées ou quoi, et qu'on discutait, j'adorais discuter avec lui. Quand même, je savais que ça allait m'énerver, tu vois. Parce que justement, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est intéressant d'échanger avec des gens qui sont pas d'accord avec toi. Ce que j'avais aimé justement, c'est qu'à un moment, je sais plus si c'était dans la dernière FAQ, où tu disais que toi, t'avais été le premier, par exemple, à faire des blagues sur toi-même, sur ton physique. C'est comme ça que justement t'as surpassé ça. Exactement. Comme je te disais dans la question d'avant, j'ai été complexé pendant très longtemps par mon poids. Une anecdote, par exemple, j'ai fait sécher, j'ai demandé à un médecin de me faire une sèche pour le cours de piscine parce que j'avais honte de me montrer en maillot quand j'étais au collège. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me dis, j'en ai eu marre d'être une victime tout le temps, d'être là, à porter des t-shirts et des pantalons amples, machin, etc. Donc, quand quelqu'un me faisait une blague sur une blague de gros, ben je surenchérissais derrière. Ouais. Et à ce moment-là, tu lui coupes l'herbe sous le pied parce que tu vois, si le but du gars en face est d'être méchant, le fait que tu surenchérisses en mettant une autre couche derrière, tu veux derrière il peut plus parce que sinon il a l'air con. C'est la meilleure défense. Sinon il a l'air complètement con si jamais il refait hey, t'es gros. Ouais oui bah oui. Oui je dirais même plus je suis énorme. Il y a plus rien derrière. L'autodérision est le meilleur moyen du coup. L'autodérision et le truc c'est que pour moi l'autodérision, c'est ce que je disais sur Twitter, c'est je suis plus partisan de donner aux gens les moyens de se défendre entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, les moyens de se défendre contre une blague, de se défendre contre
même si c'est chiant, mais évidemment il y a des limites, il y a la limite entre l'humour et le harcèlement au bout d'un moment. Si quelqu'un te fait la même vanne 8 fois de suite, au bout d'un moment t'as le droit de lui dire bon tu vas fermer ta gueule, c'est voilà, ça c'est du harcèlement, faire la différence. Mais la petite vanne d'humour qui est drôle, faut pas, c'est pas comme si ma copine, j'allais la voir en faisant comme ça, il y a des limites, il y a des limites au bon goût quand même, faut arrêter de déconner, mais ça c'est juste pas drôle quoi, tu vois, mais c'est de faire la bonne vanne, le bon mot de temps en temps, si c'est drôle, ça passe, y a pas de problème, et puis même, encore une fois, le fait de savoir faire, de savoir se moquer de soi-même, de savoir de faire de l'autodérision, nous on passe notre temps dans les vidéos JDG à se moquer, à se traiter nous-mêmes de plagiat de la VGN, tu vois. Ouais. On passe notre temps à se dans foutre Harry Potter par exemple, il y a une petite phrase. Dans Harry Potter, on se moque de nous-mêmes en disant qu'il n'y a aucune différence entre nous et la VGN. Dans les vieilles vidéos, c'était pareil aussi. On passe notre temps à se moquer de nous-mêmes là-dessus. Parce que du coup, tu coupes l'herbe sous le pied de tous les gens qui peuvent te critiquer. Et du coup, effectivement, je pense que c'est mieux pour les gens d'apprendre à se défendre parce que c'est complètement illusoire de faire croire aux gens que le monde peut changer. C'est on me dire oui, c'est une excuse, du coup personne ne fait rien et en gros tout le monde reste des connards. Mais non, on peut évoluer, on peut faire des variations, on peut tweaker un petit peu les variantes, etc. Mais faire croire aux gens, ne vous inquiétez pas, même si vous avez un nez à la place de l'oreille, personne ne se moquera jamais de vous parce que le monde va changer pour vous. Non. Les mentalités changeront pas dans tous les cas. Jamais ça changera. Il y aura toujours, même dans 20 ans, il y aura toujours des blagues sur les noirs, il y aura toujours des blagues sur les blondes, il y aura toujours des blagues sur les féministes, il y aura toujours des blagues, toujours. Ça arrivera toujours. Donc, mais justement, il y aura aussi toujours des personnes qui te diront que, au fur et à mesure de faire toujours des blagues, par exemple sur les femmes, ça avantage le fait qu'il y ait des machos ou des choses comme ça, parce que parfois, tu sais ce qu'on dit, dans les blagues, il y a toujours un petit pourcentage de vrai ou des choses comme ça. Bien sûr, je comprends. En gros, ça généralise. Certains aspects, mais disons que je pense que cacher quelque chose sous le tapis ne le fait pas disparaître en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que tu mets la blague sous le tapis en faisant c'est un genre que ça n'existe pas que ça va disparaître. Je prends l'exemple. Je prends un exemple que j'avais. C'était dans une discussion que j'avais eue avec quelqu'un sur internet il y a pas très longtemps. Où c'est genre il y avait on prenait l'exemple de genre t'as une foule de personnes, elles sont toutes blanches et au milieu t'as un noir et que genre si tu veux pointer de la personne, genre t'as des blonds, des bruns, des grands, des petits machin, etc. Et si tu veux pointer signaler à une personne à côté de toi, la personne noire, tu vas faire t'as vu le black là-bas. Logique. Pour moi, c'est logique. Je veux dire, on avait ce débat avec cette personne qui disait ouais, mais de dire t'as vu le noir là-bas, c'est raciste parce que tu le ramènes à sa couleur de peau. Bah oui, mais tu le ramènes pas à sa couleur de peau. Tu le ramènes au fait que c'est le seul noir au milieu de 10 blancs. Donc c'est évidemment le meilleur moyen de l'identifier. Tu vas l'identifier par le moyen le plus évident. Tu vas pas faire t'as vu le brun avec des cheveux courts tu vois, mais non, il est noir, il le sait qu'il est noir, il est pas con le mec, tu vois, c'est pas un jugement de valeur dire qu'il est noir, c'est pas grave quoi, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie, c'est une couleur de peau, on s'en bat les couilles. Tu vois, et je pense que de toute façon, d'une manière générale, la société est infiniment crispée aujourd'hui sur tous les sujets, surtout sur ce qui a trait à l'humour. Et c'est pas en crispant plus la société qu'on va l'arranger. Moi je dis ça aux gens, les gens qui font la police de l'humour, parce que c'est une police de l'humour maintenant qu'il y a sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Ces gens qui font la police de l'humour en chassant les trucs. Oui, attention, il a dit ça, il a sous-entendu ça. Ah, attention, parce qu'il y a une blague là où il sous-entend ça. Je veux dire, est-ce que vous trouvez vraiment que les gens sont plus heureux aujourd'hui ? Vraiment, est-ce que vraiment c'est clair. Clairement, ouais. Est-ce que vous trouvez vraiment que les gens sont plus heureux aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans ? Alors certes, à ce moment-là, l'argument en face, c'est oui, mais il y a 20 ans, les gens, ils osaient pas parler. Mais ils peuvent parler. Vous savez, il y a des noirs qui peuvent faire de l'humour sur les noirs, et même c'est très souvent les renois qui font les premiers, qui font les premiers des blagues sur des blagues sur les blacks. Voilà, je vais y arriver. Les Arabes, c'est les premiers à faire des vannes sur les Arabes. Les gros, c'est les premiers à faire des vannes sur les gros. Faut se détendre. Il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a vraiment que nous,
les mâles blancs entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a vraiment que les mâles hétéros cis blancs. Il y a vraiment que nous les occidentaux au sens général du terme. J'ai parlé. Il y a vraiment que nous les occidentaux et encore, enfin nous les occidentaux, occidentaux, c'est-à-dire Europe de l'Ouest et Amérique. Ouais. Il y a vraiment que nous qui avons l'air de complexer de l'infini et de se faire une espèce de sentiment d'autoflagellation permanente, j'ai l'impression, ouais, où genre, si on était coupable de tout. comme si on était coupable de tout. Oh mon Dieu, la colonisation, oh mon Dieu, le malheur de tout, le malheur de tout. Le poids du monde est sur nous, on porte tous les maux du monde. Ah bon, merde, moi je suis désolé, la colonisation, j'étais pas là, quoi. J'ai pas envie de porter sur mes épaules le poids de la faute de François Louis Napoléon II. Enfin, tu vois, enfin donc c'est pour ça que quand on nous dit oui, vous pouvez pas faire de blagues sur les blagues parce qu'il y a eu la colonisation, je dis mais certains diront que les privilèges dont tu jouis aujourd'hui sont dus à la colonisation d'hier, par exemple. Il y a toujours des arguments. Oui, non, évidemment, c'est un débat sans fin. C'est un débat intéressant. Et c'est un débat intéressant. Je fuis pas ce genre de débat. C'est pour ça que je suis toujours emmerdé quand j'ai ce genre de débat sur Twitter, parce que le problème c'est quand tu débats avec quelqu'un sur Twitter, t'as toujours ta communauté qui va sauter sur la personne à laquelle tu réponds pour l'agresser, alors que des fois t'as juste envie d'avoir un débat parce que ça t'intéresse en fait. Ouais. Et après, avoir des débats sur Twitter, c'est illusoire, on va dire, mais moi... Évidemment, c'est compliqué. Mais moi, je suis ouvert à tout. J'adore au contraire débattre de ça parce que je trouve les arguments sont profondément intéressants des deux côtés en fait. Je sais pas si t'as vu les dernières news où sur Twitter tout le monde disait Friends par exemple c'est une série sexiste, homophobe et tout. Maintenant ils sont en train de ressortir de vieilles séries, de vieux sketchs pour dire mais comment ça a pu exister. Je vois par exemple avec les Inconnus ils seraient apparus aujourd'hui. Ah non mais ils se remettent en prison. Mais complètement. Complètement. Marie-Thérèse ils se remettent en prison d'office. Et pourtant c'était il y a quoi 15 ans même pas. Pourtant c'était très drôle, je suis navré. Et tout le monde se marrait. Mais c'était très drôle, tout le monde se marrait et ça a pas transformé la France en une espèce de repère crypto-fasciste. C'est pas la. Certains te diront que oui. Oui, mais c'est la montée du Front National, c'est pas la faute des Inconnus. On va arrêter 2 secondes. Non, c'est juste que. Après, c'est beaucoup aussi l'humour, c'est beaucoup aussi la façon dont tu vas prendre une blague, c'est beaucoup aussi la personne qui le fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ton aussi. Voilà, si t'étais black et que je te connaissais pas et que je t'aborde dans la rue en faisant Bamboula, là, effectivement, là, ça craint. Ouais. C'est un peu le danger. T'es là un peu, tu fais wesh, t'es qui, casse-toi. Ouais. Alors que si jamais, je prends l'exemple de ma femme, tu vois, qui est asiatique. Combien de fois je l'ai en faisant Chun-Li, mais tu vois, en déconnant, et elle s'explaisante, tu vois, et du coup ça la fait marrer. Donc c'est pour ça aussi, par exemple, quand t'as des meilleurs amis, tu te permets de les clasher d'autant plus. Évidemment. Voilà. Donc évidemment, il y a beaucoup l'origine de la personne qui fait la blague. Moi je pense qu'au bout d'un moment, on a habitué au bout de 10 ans les gens à faire ce genre de vannes. Donc au bout d'un moment, les gens savent qu'on n'est pas, il n'y a pas un espèce de sous-message raciste dans les vidéos JDG, tu vois. Les gens savent qu'au bout d'un moment, on fait ça en plaisantant parce qu'on le fait à la cool, quoi. Et moi j'aime considérer les gens comme, par défaut, je vais pas les considérer comme des ennemis, tu vois, je vais plutôt les considérer comme des gens ouverts et amicaux. Du coup, c'est pour ça que je vais me permettre de faire ce genre de blagues. Mais du coup, tu vas jamais te censurer. Non, je refuse. Alors, vous écrivez, quand par exemple vous écrivez votre texte et qu'il y a une blague qui vous vient en tête, un peu humour noir, est-ce que vous y réfléchissez à 2 fois par exemple ? Alors, on est plusieurs dans l'équipe. Dans JDG, il y a Seb, moi et Nico. Karim n'est plus là maintenant. Karim, il a arrêté de bosser avec nous il y a un peu plus d'1 an, à l'époque où il a commencé sa saison de Chroma, parce qu'il avait besoin de temps pour faire... sur Dailymotion. Il avait besoin de temps pour faire son boulot. Il y a certaines blagues qui passent pas le comité de censure, quand même. C'est-à-dire, en général, l'origine des blagues un peu humour noir, c'est très souvent moi. Donc voilà. Il y en a certaines que vous enlevez. Voilà. Par exemple, notre ingé son, qui est notre monteur ingé son, lui est complètement à l'inverse de moi. Lui, il est très réticent à ce genre de blague, et lui, ça le dérange énormément. Par exemple, la blague de l'aspirateur dans Harry Potter, ça l'a énormément dérangé, tu vois. Du coup, ça fait une sorte de bascule, une balance. Après, le truc, c'est que je suis quand même conscient de est-ce que mes blagues sont drôles ou pas. Donc très souvent, des fois, ça nous est arrivé très souvent, des dizaines de fois, d'écrire une blague, de tourner la vanne, et moi au montage, je vois la vanne, et je fais... Non, c'est juste méchant en fait, tu vois. Tu vois, c'est de voir la...
si la vanne est drôle, je la laisse. Ouais. Si en regardant la vanne, je me dis non, là c'est juste de l'agression gratuite sur une communauté qui a rien demandé, donc je vais la virer. Et ça m'arrive de la virer. Je vais pas pousser genre à faire il faut que je sois méchant parce que c'est vachement parce que c'est de l'humour noir. Non, ça c'est débile. Méchant pour être méchant, c'est juste débile. C'est juste faut que ça me fasse rire. Voilà. Tant que ça me fait rire, je la laisse dans le montage. Si au moment du montage je m'aperçois que c'est pas drôle, je la vire. D'accord. Ok, du coup, 10e question. Le 29 janvier, tu as dit sur Twitter, je cite, « À vouloir créer des genres de sous-catégories selon le sexe, l'âge, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la classe sociale et whatever au nom de leur défense, on finit par créer des cases là où il n'y en avait pas avant, ce qui est l'opposé du but recherché si je ne me trompe pas. » Du coup, ma question, comment percevez-vous les agissements de ces nouvelles communautés présentes sur les réseaux sociaux qui partagent haut et fort leurs convictions, quitte à en déplaire à bon nombre et même à s'attaquer à certains? Voilà, ça c'est la question. La question qui fâche. La question incendie. La question avec des balles enflammées. Qui veut du drama? C'est la question qui brûle. Ouais. Je vais pas me le cacher. Hein, c'est pas un secret. J'ai pas un grand amour pour les communautés sur Twitter qui se replient sur elles-mêmes. Simplement parce que je pense qu'on ne combat pas l'inégalité avec plus d'inégalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pars du principe que traiter tout le monde de la même façon, c'est le meilleur moyen d'aboutir au résultat recherché, qui est que tout le monde soit traité de la même façon. Oui, c'est souvent en plus des communautés qui prônent la tolérance, mais qui ne sont elles-mêmes pas du tout tolérantes. Ouais, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est assez dérangeant. De toute façon, on va pas se le cacher, j'ai pas un grand amour, je le dis, c'est peut-être drama, j'en fous, j'ai pas un grand amour pour les féministes sur Twitter, et je précise bien sur Twitter, parce que pour moi, il y a les faits. Oui, Twitter, c'est pas la vie. Parce que oui, Twitter, c'est pas la vie, et d'autant plus, je déteste quand des gens parlent au nom d'autres gens, tu vois ce que je veux dire. Et là, quand tu vois quelqu'un qui arrive, qui fait, surtout dans 90% des cas, ça va être le petit blanc ou la petite blanche qui habite à Paris, et qui va faire moi je parle pour la défense des noirs. Tu vois, mais ta gueule. Enfin voilà, donc non, j'ai pas un grand amour pour ça, d'autant plus que j'ai tendance à me sentir systématiquement agressé quand quelqu'un déjà quand tu vois sur Twitter que tu vois une description qui commence par 19 ans, mi-cendre, pro-trans vegan, avec... Mi-cendre, ouais. Déjà, c'est justement, je sais pas si t'avais vu la réponse d'Alexandre Astier par rapport Oui, il avait envoyé chier quelqu'un, c'était un peu sec quand même ce qu'il avait fait, je reconnais... Mais justement, il avait dit, pour quelqu'un qui s'appelle mi-cendre, arrêtez de prôner la tolérance. Ouais, c'est vrai que c'était la manière dont il avait répondu, je trouvais ça un peu sec, mais après, disons que c'est vrai que... Mais il avait pas tout à fait... pas au fond, et je trouve qu'il avait pas forcément tort, effectivement. Mais c'est vrai que je n'agresse pas, tu vois, c'est comme si moi dans ma bio, dans mes descriptions, je mettais joueur du grenier, j'aime bien lécher les chattes, quoi, tu vois. Tout le monde se fout de ma vie sexuelle, tu vois. Et moi, effectivement, quand je croise quelqu'un qui soit transsexuel, bi, vegan, je m'en fous, j'en ai rien à foutre que tu peux manger des chèvres ou manger des poireaux, tu peux brouter le gazon ou aimer les glaces, je m'en fous, quoi. Ça m'est complètement égal de savoir ce que l'orientation sexuelle des gens, je m'en fiche complètement. Et du coup, je me sens agressé, entre guillemets, chaque fois qu'on me balance ça au visage. Les gens aiment bien mettre des étiquettes justement pour avoir une sorte de personnalité, en fait. Mais je trouve ça dommage parce que moi, pour appartenir à telle ou telle communauté. Mais en même temps, ce sont des communautés, si je me trompe pas, après peut-être je me trompe, peut-être c'est pas ça qu'elles recherchent, mais ce sont des communautés qui veulent être acceptées. Je pense qu'elles veulent être acceptées, elles veulent être traitées comme tout le monde. Je pense, hein, moi, peut-être je me trompe, j'en sais rien. Mais moi, tel que je le vois, je pense que quelqu'un qui est transsexuel, tout ce qu'il a envie, c'est qu'on le traite comme si c'était un être humain normal, quoi. Après, je pense que par exemple les féministes véganes, c'est plus changer des convictions. Ouais, pour les vegans, changer l'idéologie, les vegans, c'est un quitte truc... à déplaire, ils s'en foutent. Je vois, il y a plein de vegans, ils savent très bien qu'ils sont détestés, mais ils se savent très bien. J'ai un de mes meilleurs potes qui est vegan, hein, bah oui, le Crane, il est vegan. J'ai un pote qui est noir aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai un de mes meilleurs potes qui est vegan, il a jamais cherché à me convertir ou quoi, il fait ça. Mais comme tu dis, Twitter, ça se résume pas, c'est pas la vie, hein. Mais je sais qu'il y a,
Il y en a certains dans ces communautés qui savent qu'ils sont détestés, mais qui continuent leur combat pour autant parce qu'ils veulent juste changer l'idéologie des gens, quitte à déplaire à 90% de la population, tu vois. Disons que ces communautés, effectivement, se sentent tellement agressées, en vrai. Ce que je veux dire, c'est quand t'es trans, je pense que tu dois avoir une pression sociale qui est énorme. Quand t'es une femme, t'as certainement une pression sociale qui est plus élevée que quand t'es un homme. Clairement, ouais. Je pense que du coup, ce sont des communautés qui effectivement se sentent tellement agressées dans la vie quotidiennement, que du coup elles évacuent. Enfin, je sais pas si elles évacuent, mais en tout cas, elles parlent constamment sur un ton méprisant et agressant sur Twitter. Et c'est super dérangeant parce que tu ne peux pas avoir une discussion, c'est très rare de pouvoir avoir une vraie discussion avec des gens comme ça, parce que tu sais que ça va tourner à l'accusation systématiquement, et tu sais que la discussion elle va partir en esclandre public, en regardez ce qu'il a fait, lui, cet enfoiré de connard blanc, si c'est héros. Du coup ils se décrédibilisent, ils vont dans le sens contraire. Et je trouve qu'effectivement, moi personnellement, hein, que mon avis, je trouve que ça nuit un petit peu à leur combat, parce que du coup tu as juste l'impression, maintenant quand on te dit féministe de Twitter, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est une nana complètement enragée avec les cheveux mauves, quoi. C'est triste. C'est triste, mais c'est l'idée qui se construit peu à peu autour du mot féministe, tu vois. Alors que le féminisme, à la base, c'est quand même quelque chose qui défend des valeurs, qui est pour l'égalité homme-femme, machin, etc. Ça, après, c'est partout pareil. Je pense que dans toutes les communautés, t'as une minorité bruyante, c'est celle qui gueule le plus, et dont la communauté qui n'est pas forcément en raccord avec cette minorité. Et les gens ne voient que cette minorité bruyante et se font une image, enfin généralise à toute la communauté. Et effectivement, mais ça, c'est partout pareil. Et effectivement, c'est pour ça qu'on associe maintenant cette image à la majorité du mouvement féministe, alors que pourtant la majorité du mouvement féministe, quand même, une bonne intention à la base, quoi, tu vois, c'est juste l'égalité des salaires. Moi, ok, je veux bien, hein, ça y a aucun souci là-dessus. Je pense que personne, en vrai, de sensé, te dira non, moi je suis pour que les femmes gagnent moins que les hommes, ça aurait aucun sens, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est juste qu'effectivement, à être tout le temps dans l'agression systématique, à être dans l'agression, c'est plutôt dans la surdéfensive, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ça va être toujours pour soi, dans une position surdéfensive qui fait que le moindre truc, tu vas le prendre pour toi, le moindre truc, tu vas le vivre comme une agression. Ben finalement, tu deviens toi-même un agresseur, en fait, puisqu'il faut voir les chasses aux sorcières. Alors il y en a dans les deux sens, hein, parce qu'on va te dire, il y a des féministes qui lancent des chasses aux sorcières sur des pauvres types qui ont rien fait, ou sur des mecs qui a fait une blague un peu rigolote. Moi-même j'en suis pris quelques-unes, mais au bout d'un moment je crois qu'elles ont arrêté parce que ça aurait passé au-dessus. Quand elles ont vu que ça me fait rien du tout. Moi j'avoue les shitstorms Twitter, au contraire j'adore, je mange mon petit déj devant, moi, ça me fait rigoler. À trop être sur la surdéfensive, elles se sont transformées lentement en agresseurs, en fait, sans même s'en rendre compte. Et comme je disais, on peut voir ça de l'autre côté aussi, parce que de l'autre côté, t'as des mecs complètement débiles dans la communauté un peu fascisante, qui leur sautent dessus. Il y a du tort des deux côtés, mais pour moi, c'est le grand drame, en fait, des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a plus de milieu, en fait, il n'y a plus que les extrêmes. Et tu n'entends plus que des hystériques d'un côté et des fachos de l'autre, et il n'y a plus rien, les modérés ils n'existent plus, et c'est pareil dans la vie politique, maintenant t'as quelque chose que t'entends Mélenchon et Le Pen, au milieu il n'y a plus rien. Enfin tu vois, t'entends juste, il n'y a plus de modérés en fait, dans la vie d'aujourd'hui il n'y a plus de modérés en fait. Ouais. Alors que bon, je crois pas qu'il y ait jamais une solution au monde qui se soit trouvée dans l'extrême. En général, toutes les avancées se font dans la modération. Et du coup, voilà, quoi. Mais il n'y a pas ce côté attirant, justement. Bah oui. Quand t'es dans un extrême, c'est plus... Enfin, tu t'identifies plus à quelque chose que si t'étais juste... tu veux pas être une personne lambda, en fait. Je pense que tu t'es forcément obligé... Enfin, de nos jours, hein, à mon avis, avant, ça se faisait pas, mais aujourd'hui, les gens ont besoin de s'identifier à un combat ou à une idéologie pour se sentir exister, comme tu le disais au début. Ouais, je sais. Du coup, c'est pour ça que les extrêmes sont de plus en plus extrêmes. Plus attirants. Puis ils sont bien plus attirants, parce que si t'es au milieu, t'es comme tout le monde, et t'as pas envie d'être comme tout le monde. Moi, malheureusement, je suis comme tout le monde. Moi, moi, pareil, je m'en fous. Moi, je suis objectif. Je m'en fous des. Personnellement, je m'estime moi-même être modéré après. Ouais. Mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est dommage que le milieu ait disparu, parce que c'est vrai que c'est forcément plus attirant quelqu'un qui gueule, parce que quelqu'un qui parle très fort, tu vas plus l'attirer que le mec qui fait excusez-moi, j'ai des arguments. Ouais. Donc c'est plus sympa celui qui hurle et qui fait des chansons avec un drapeau, quoi. Ouais. Mais enfin voilà.
Mais du coup, après, c'est que mon avis, encore une fois, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je ne prétends pas détenir la vérité, je ne prétends pas que ma version est la bonne, je ne prétends pas... Enfin voilà, c'est pour ça que je mets des gants, quand même sur cette réponse. Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de faire du mal aux gens non plus, tu vois. Je m'autorise certes à faire des blagues un peu limites dans les épisodes, mais je sais qu'il y a des nanas qui s'en prennent plein la gueule. Moi-même, des fois, quand je me souviens, une fois, j'avais répondu à une nana qui m'accusait de je sais pas quoi, enfin je sais plus que c'était une début de shitstorm, je lui avais répondu et c'était parti en couille complètement avec genre 600 retweets, machin, etc. avec ma communauté une partie de ma communauté qui sautait sur elle, elle donc qui avait du coup attiré les féministes en mode regardez, je suis attaqué par le joueur du grenier alors que tout ce que j'avais fait c'était de lui répondre, tu vois. Il y a aussi ce truc de genre les gens célèbres n'ont pas le droit de donner leur avis. C'est ça, sur Twitter tout le monde peut t'attaquer mais toi t'as pas le droit de répondre parce qu'ils vont dire tu lances ta communauté sur toi. C'est ça par contre je suis profondément pas d'accord. Et moi c'est à partir du moment où quelqu'un m'attaque sur Twitter, moi j'estime que c'est le mec qui m'a tagué, il m'a tagué dans le truc, j'estime que j'ai le droit de lui répondre. Et je veux dire mais oui, ils prennent ça comme une attaque si tu réponds. Mais oui, mais après il m'a envoyé sa communauté dessus. Ben non. Les youtubeurs n'ont pas le droit de répondre. Si effectivement si j'avais fait un message genre vous ma communauté, je vous demande d'aller harceler cette femme, là effectivement ça craint, mais je crois même qu'il est sur à mon avis c'est de périmètre illégal. Mais à partir du moment où tu fais que répondre à quelqu'un qui t'a posé une question, qui t'a invectivé sur Twitter, non, tu fais que répondre à une question à quelqu'un qui t'a invectivé sur Twitter, ça s'arrête là. Après, moi, comme on dit, je suis pas responsable de ma communauté. Ça, c'est la grande illusion de croire. C'est une grande partie des communautés un peu enfermées, virulentes sur Twitter, pensent que les youtubeurs contrôlent leur communauté, alors que non, un youtubeur ne contrôle pas sa communauté, je suis désolé. Et après, moi, j'aime pas parler forcément de communauté, parce que je pense que tout le monde, enfin je veux dire, faut pas se le cacher, quand toi t'es abonné à 50 chaînes différentes, t'appartiens à 50 communautés différentes, voilà, du coup. Je veux dire, je suis sûr, il y en a plein, ils ont tous les mêmes abonnés en fait. Donc, est-ce qu'on peut parler forcément de communauté en fait, c'est juste le public de YouTube, tout simplement. C'est ça. C'est pas la communauté du joueur du grenier qui est complètement différente de la communauté d'Antoine Daniel. Je pense que là-dedans, t'en as au moins 1 million, ils sont abonnés aux deux chaînes. Oui, évidemment. Donc c'est une géante communauté de réseaux sociaux et de Twitter. C'est pas la communauté d'un tel. Moi j'ai du mal avec ça aussi. Ouais. Mais enfin voilà, après c'est une question sensible effectivement, mais je trouve que de toute façon, les réseaux sociaux ça a niqué la tête des gens, hein, très franchement. Moi le jour où j'aurai un gosse, je lui interdis Facebook jusqu'à ses 12 ans. Hein. C'est vraiment ça. De toute façon c'est interdit Facebook jusqu'à normalement. Comme YouTube d'ailleurs, hein, mais bon. Normalement. Vraiment c'est avant 13 ans vous avez pas le droit de faire un compte Google, donc de chaîne YouTube. Effectivement, mais bon, dans les faits évidemment que c'est pas le cas quoi. Voilà. Mais je pense que les réseaux sociaux, ça a effectivement niqué la tête des gens en partie. Et c'est aussi pour ça que moi, des fois, quand je vois je trouve ça triste, tu vois, quand tu vois des petites nanas de 13 ans qui se suicident parce qu'elles sont harcelées sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais aimé pouvoir discuter avec elles 1 heure avant et leur dire... C'est pas la vraie vie, tu vois. Il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir se déconnecter. Le problème, c'est quand vous êtes connecté tout le temps à votre groupe d'amis, ça veut dire que t'es tout le temps soumis à la pression. Il n'y a aucun moment où t'es toi tout seul, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le gros problème de notre époque, parce qu'il y a encore 20 ans, si t'étais harcelé à l'école, tu rentrais chez toi, bon, et t'étais tranquille. T'étais tranquille. Maintenant, ça continue, parce que les réseaux sociaux, ils continuent. C'est un combat, C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux, ça a vraiment été très néfaste sur une partie de la génération actuelle, quoi. Clairement. Ça fait vieux con un peu, je suis navré de dire ça, mais... Non, je pense que beaucoup de gens ont le même avis que toi. Hein. Très bien, du coup, 11e question. Dans ta vidéo FAQ du 6 janvier, j'ai pu ressentir un certain pessimisme de ta part vis-à-vis de ta chaîne, de ta place sur YouTube et de ton avenir. Tu as par exemple dit que ta chaîne était maintenant trop vieille pour la nouvelle génération de public présente sur YouTube. Du coup, j'en viens à ma question. Comment voyez-vous votre avenir et celui de YouTube dans les 10 prochaines années ? L'avenir de YouTube, très franchement, j'en sais rien. J'en ai vraiment aucune idée. Je pense que ça continuera à exister. Tu penses que par exemple ça va s'abrutir de plus en plus ? Je pense que toutes les chaînes vont les chaînes gaming, on en parlait tout à l'heure, les chaînes gaming qui maintenant ont arrêté de faire du gaming pour finalement juste, c'est des chaînes de vlog en fait, c'est du vlog extended en fait, c'est-à-dire c'est du vlog un peu genre, oh regardez je trouve un truc rigolo sur internet, regardez je voyage au Japon, regardez je fais machin, si je fais ci, je fais ça.
Je pense qu'on va plus en plus vers ça. C'est pour ça que et indirectement, ça rejoint finalement le truc sur le pessimisme que moi je peux avoir. C'est parce que se filmer en train de faire « Hey, salut, coucou, alors aujourd'hui, je suis en train d'acheter des pâtes, et puis voilà, puis ensuite, je vais vous montrer les 10 profils Facebook les plus fous, les pires, enfin... Moi, ça m'intéresse pas de faire ça, en fait. Je sais pas, c'est parce que j'ai passé l'âge, peut-être, tu vois, mais c'est... J'arrive pas à me forcer, c'est pour ça que les jeux en vrac ils sont écrits, quoi, tu vois, quand je fais salut tout le monde, jeux en vrac, machin, tout ça c'est écrit. Ouais. Mais être spontané, c'est pour ça que un vlog, j'arriverai pas à faire ça, tu vois, être spontané en mode salut, wouhou, on est là, quoi, ça Seb, pousse un cri, ouais. Enfin, tu vois, j'arriverai pas à fake à fake ce que je suis à ce point, tu vois ce que je veux dire. C'est déjà. Après, chacun son style, hein, donc. Ouais. Tu vois, quand j'enregistre, j'ai déjà la revanche où là, bon là, j'ouvre les barrières sociales de manière à laisser passer toutes les insultes en mode no filtre. Donc c'est comme ça que je peux enregistrer, j'ai déjà la revanche. Mais j'arriverai pas à faire semblant d'être heureux, enfin je sais pas comment dire ça, mais j'arriverai pas à faire semblant à faire semblant de m'enjailler sur un vlog ou à faire semblant de je sais pas, tu sais, genre venez on va faire une course en Formule 1, je vais vous tu sais, quand je vois des vlogs, des youtubeurs qui font un peu des vlogs, genre ouais aujourd'hui j'ai fait une course en Formule 1 avec Gérard Pasquet, j'en sais, je connais pas les noms de pilotes de Formule 1, enfin il y avait une course en dragster, et puis ils sont là waouh trop bien, waouh c'est complètement fou, enfin tu vois, j'arrive pas, ou alors c'est peut-être parce que je suis de naturel chiant, j'en sais rien, non mais j'arrive pas à faire ça, moi il y en a beaucoup qui surjouent aussi, on le sait, hein, ils s'en cachent pas non plus. Bah oui, mais j'arrive pas à faire ça. Moi, je me sens ridicule quand je fais ça. Non, mais après, chacun son style. Hein. Ouais. Mais moi, par exemple, je fais des vidéos documentaires, tout est écrit mot pour mot, je me verrais pas non, mais voilà, tu faire vois, ce genre de vidéo non plus. Ce que je veux dire, c'est que je sais que le public attend ça, parce que je sais que maintenant, le public veut voir la vie du youtubeur en fait. Oui, comme on disait, maintenant ils suivent plus le youtubeur que le contenu qu'il propose. En fait. C'est ça, je sais que le public veut ça, je sais que le public il voudrait que je prenne une caméra et que je l'emmène faire mes courses, que je sais que le public il voudrait que je filme une séance d'écriture avec Seb, où on est en train de faire des vannes au pif, où on est en train de tester le jeu mais sans que ce soit écrit. Je sais que le public il voudrait que je lui présente ma femme et qu'on discute de qu'est-ce qu'on mange le soir. Mais moi, ça côté voyeurisme. Mais moi, j'arrive pas j'arrive pas à me dire ce que je fais est intéressant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'arrive pas à me dire, ben là, regardez, je filme mon repas de ce soir. Est-ce que vous aimez les pâtes ? Moi, j'aime bien quand il y a de la mozzarella. Tu vois, j'arrive pas à me dire que ça c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? J'arrive pas. Et puis c'est un peu se dire que ta vie est meilleure que celle des autres et elle mérite d'être filmée, et d'être partagée. Ouais, et ça fait un peu genre oh regardez ma vie est tellement bien, mieux que la vôtre, vous les prolos. Enfin, tu vois, ouais. Enfin, je sais pas, alors que je suis conscient que les gens ça les intéresserait, tu vois, mais moi ça m'intéresse même pas moi de le faire, donc moi tu me fais une course de dragster, tu me mets dans une voiture et tu me fais ressortir, je vais faire ah bah c'était chouette. Laisse un like et ça va s'arrêter là. Tu vois, je vais pas hurler, je vais pas me retourner par terre et c'est je sais pas, peut-être je suis vieux en fait, peut-être je vieillis. C'est peut-être ça. C'est peut-être que je suis juste en train de devenir vieux et chiant. J'en sais rien. Non. Voilà. Mais du coup, j'arrive pas à me dire que ce que veut le public, c'est ce que je vais faire. Voilà, ce que je veux dire. Pour résumer, c'est ça. Ce que veut le public, moi, ça m'intéresse pas en fait. C'est ce que veut le public et ce que va vouloir le public dans quelques années. Moi, c'est un truc qui m'intéressera pas à faire. Et très sincèrement, je pense que je prendrais infiniment plus mon pied si je bossais dans une boîte de jeux vidéo ou même si j'étais responsable dans un Micromania ou j'en sais rien, tu vois. Je pense que je prendrais infiniment plus mon pied en simplement vivant autour du jeu vidéo plutôt qu'en faisant du voyeurisme sur ma vie privée. Ça me ferait chier, quoi, tu vois, c'est vraiment... D'accord. Là, je ferais vraiment des vidéos en mode, là, je fais ça parce que vous voulez ça et que ça fait des vues, mais ça m'emmerde, quoi, tu vois. Le seul vlog, entre guillemets, qu'on avait fait, c'était le truc au Japon, et on n'a pas pu s'empêcher, on l'a présenté en faisant des mini-jeux à la con, on l'a présenté sous forme d'une émission japonaise, etc., parce qu'on n'arrive pas à se dire que nos vies sont suffisamment intéressantes pour être montrées naturellement, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Du coup, pour en revenir à la question de l'avenir de YouTube et de l'avenir de ta chaîne, du coup... ça après l'avenir de la chaîne, nous on continuera à faire ce qu'on aime et puis
le jour où les gens ils arrêteront d'aimer ce qu'on aime, ben nous on arrêtera de faire ce qu'on aime, quoi, c'est tout. Enfin, D'accord. c'est Et du coup, qu'est-ce que tu ferais si jamais YouTube... je sais pas, moi je te dis... Donc, tu bosserais dans les magasins de jeux vidéo, par exemple? Non, bah, je dis ça, c'est un exemple, mais parce que je voudrais en fait... Dans le domaine du jeu vidéo? Je voudrais rester dans le domaine du jeu vidéo, ça, c'est vraiment un truc qui me botte, raconter... que ce soit raconter des histoires, faire du jeu de rôle... ou être auteur de livres, BD, auteur de jeux vidéo. Je sais pas. Toi, par exemple, t'as sorti des BD, peut-être que tu pourrais continuer. Oui, alors cette, les BD, c'est pas. En fait, les BD, on avait soumis des gags et ils en ont retenu aucun. Ah ouais. Donc, finalement, en fait, les BD que vous voyez, les BD JDG, déjà la 4e. Il n'y a pas votre touche personnelle, en fait. En fait, non. Il y a juste votre image. Il y a notre image et en fait, ouais, on avait donné. C'est Pirate Sourcil parce qu'en fait, à la base, c'était un mec qui faisait beaucoup d'humour noir en fait, et c'est pour ça que j'adorais ces BD parce qu'il faisait vraiment de l'humour très noir et ça me s'est vraiment marré. Et en fait, il s'est beaucoup lissé pour faire les. Il a beaucoup lissé ça pour les enfants un peu, et c'est vrai que finalement, les BD, moi je le reconnais moi-même, j'en suis pas super fan. C'est honnête, je défonce mes propres produits, rien à foutre. Mais non, c'est. Parce que nous, on avait soumis pas mal de blagues, en fait, avec Seb, on avait réfléchi à des gags pour l'éditeur en disant « Ah, ça c'est marrant, c'est rigolo, c'est un peu trash et tout. Ouais. » Et l'éditeur, il a fait « Non !» Bon. Mais ça arrive souvent. Et du coup, les BD, c'est un peu du... C'est pour ça, moi, les BD, je vous les conseille pas. Personnellement, c'est du sous-kid paddle, je suis pas super fan. Voilà. Bon, d'accord, ok. Ouais, et puis donc l'avenir de YouTube, t'en sais trop rien... Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Si ça continue sur la même pente que ça, bah dans 5 ans, ça va être des gens qui filment leur cul et qui se filment en train de baiser. C'est vrai qu'on part sur... Quand tu vois qu'il y en a certains qui filment des cadavres dans la forêt. Ouais, voilà, on va s'enfoncer de plus en plus. De toute façon, c'est comme la télé, hein, on va s'enfoncer de plus en plus dans les méandres du caca. Jusqu'à ce qu'on pue tous la merde en fait. Hein, ouais. Mais c'est ça en fait, les gens sont habitués au spectaculaire, donc il faut en rajouter toujours plus, faut que ça soit toujours de plus en plus spectaculaire, et c'est ce qui pousse les youtubeurs à faire des choses pas du tout morales. Ça me fait penser à un truc de South Park où t'as Randy qui dit moi à une époque je consommais du porno normal, mais maintenant c'est genre des lycéennes qui se vomissent dans la bouche. C'est toujours plus. Ouais. Tu pousses toujours plus loin, voilà. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, 12e question, la dernière, c'est une question plus légère. Quel serait ton top 10 des jeux vidéo, toutes consoles confondues? Top 10, alors... En premier, je vais citer donc Suikoden 1 et 2, qui sont sur PS1, qui sont mes jeux préférés. Suikoden étant mon jeu préféré. Donc tu commences du meilleur jeu au jeu... Ouais, ok. D'accord, je commence le top 1, donc ça c'est le meilleur jeu. Donc Suikoden sur PlayStation 1, Suikoden 1 et 2 d'ailleurs, parce que Suikoden 1, 2 et 3 se suivent en fait. Je conseille vraiment la saga des Suikoden, c'est des JRPG mais qui sont géniaux au niveau de l'histoire, c'est vraiment cool. Donc du coup c'est ton jeu préféré celui-là? Ouais. En deuxième, je mettrais... après, s'il faut, ça va me revenir plus tard, tu vois, mais en deuxième, je mettrais les Mass Effect. La saga des Mass Effect, sauf le Andromeda qui est de la merde, mais le Mass Effect 1, 2 et 3. Si je devais les faire dans l'ordre, je dirais 2, 3 et 1. Ouais, ça me semble bien comme ça. Qui sont, pour moi, c'est le Star Wars du jeu vidéo, la saga des Mass Effect, clairement. C'est juste excellent. L'histoire, l'univers. L'histoire, l'univers est génial, vraiment, surtout. En 3, je dirais... la série des thèmes. Theme Park, Theme Hospital. Ah ouais? Ouais, Theme Park, Theme Hospital, c'est vraiment super cool. Ouais, t'avais dit que t'aimais bien les jeux de gestion. Ouais, j'adore les jeux de gestion. Donc Theme Park, Theme Hospital, ouais. Ça, c'est vraiment cool. D'accord. Je dirais ensuite... peut-être la série des Total War. Je parle par série en général, parce que les Total War, c'est plus ou moins tous les mêmes en fait. Mais en 4, ouais, les Total War, ils sont vraiment super sympas. J'aime beaucoup, même si c'est un peu répétitif, et au bout d'un moment, quand t'as compris comment baiser l'IA, au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Toujours pas Star Citizen pour le moment. Ah oui, non, mais Star Citizen n'est pas sorti encore. Mais effectivement, Star Citizen, il est en 0, tu vois. Il est en 0, il est au-dessus de la liste, parce que c'est vraiment le jeu que j'attends le plus du monde. Donc c'est vraiment... le jeu a tellement de promesses que s'il sort et qu'il respecte ses promesses, en vrai, je pense que j'arrête les vidéos et je vais jouer à Star Citizen. Mais ça risque peut-être d'être comme le jeu... comment il s'appelait celui-là? T'avais un vaisseau, tu pouvais visiter tout l'univers, toutes les planètes. Chaque planète avait son écosystème différent. D'accord. Ah, No Man's Sky.
Voilà, Man's Sky. No Man's Sky, non, s'il te plaît, Tout le monde dit... n'insulte pas Star Citizen. mais justement, et tout le monde disait ce jeu a un potentiel énorme, et puis au final il est sorti, mais ça No fait Man's un Sky, gros vide. No Man's Sky, tu sentais la bite avant même de... je dis plein de gros mots, je suis navré, vraiment, je suis désolé. No Man's Sky, ça Cette sent... vidéo ne va pas être monétisée. No Man's Sky, ça sentait l'arnaque bien avant la sortie du jeu, parce que c'est genre... votre jeu, il sort dans 4 jours, on peut voir des images du jeu, non? non, mais ça va être bien. Non. Alors que tu as Star Citizen, tu peux déjà y jouer, donc tu vois déjà ce que c'est le jeu. Donc attends, je me retourne parce qu'en même temps je regarde. Ah si, Link's Awakening, qui est mon... je mettrais... peut-être même je le mettrais en 4 après les thèmes. Mais c'est mon Zelda préféré, clairement. C'est de très loin mon Zelda préféré. L'histoire est géniale, la musique est superbe. Et je me rappelle que j'étais petit quand j'avais joué, j'avais pleuré à la fin. Ah ouais? Ouais. Le classique FF7, évidemment. FF7 qui est le... Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, ouais. Beaucoup de gens te diront que le 6 est meilleur que le 7, mais bon, il y a le côté 3D. C'est l'éternel débat. Il y a le côté 3D quand même. Même si la 3D est dégueulasse maintenant, mais le jeu était beau quand même. Le jeu était beau, l'histoire était belle, donc FF7. Du coup, là, on en est à quoi? On en est à 4, 5, 6, ouais, c'est ça. En 7, je pense que je vais mettre les Command & Conquer, du coup. Okay. Je vais inclure les Command & Conquer et les alertes rouges, même si j'ai une petite préférence pour les Command & Conquer, parce que pour l'anecdote, en fait, si je porte le book aujourd'hui, c'est à cause de Command & Conquer. Ouais, tu l'avais expliqué. Je l'avais expliqué, à cause de Kane, de la confrérie du Node. Ouais. Pour ça, et parce qu'en fait, j'avais un double menton quand j'étais plus jeune, et en fait, le book m'a caché le double menton. D'accord. Technique de groupe. Alors, je regarde ensuite. Warcraft 3. T'avais dit que tu avais Warcraft 3, t'avais pensé le jeu. Warcraft 3, ouais, après j'ai détesté le multiplayer. Non, Warcraft 2 plutôt, alors dans ce cas-là. Warcraft 2. Ouais, Warcraft 2, j'avais beaucoup... Après, c'est une hypothèse, enfin c'est une idée que j'ai mis, mais... Warcraft 2, ouais, j'avais beaucoup aimé Warcraft 2, mais je le mettrais, je pense, qu'au même niveau... c'est pour moi, Command & Conquer et Warcraft 2, j'y avais joué en même temps, hein, c'était au même... j'avais joué à peu près à la même époque. Allez, je vais dire Overwatch parce que je fais qu'y jouer, donc à un moment c'est que je dois aimer ça. Non, je sais, putain, oui. Dark Age of Camelot, un MMO. Qui est le... En fait, depuis mes 17 ans, je fais des MMO. Ouais. J'ai commencé les MMO quand j'étais en première, dans ma seconde première. Pour l'anecdote, c'est une fille qui s'appelle Clémence, qui était une lesbienne sataniste qui m'a mis au MMO. Ah ouais. Ouais. C'était et donc elle m'avait fait découvrir, donc à l'époque c'était la 4ème prophétie, ça s'appelle, qui est le premier MMO auquel j'ai joué. Ok. Et ensuite j'ai donc après la 4ème prophétie, je suis resté un an. C'était des petits serveurs, c'était Goa à l'époque, il y avait 250 personnes sur les serveurs. Et j'ai ensuite commencé un vrai MMO qui sortait un peu le premier en 3D, qui s'appelait Dark Age of Camelot. Ouais. C'est là où j'ai rencontré des gens de ma guilde que j'adore tous, vraiment, je les adore. Même la plupart maintenant ils sont partis, ils sont partis un peu aux quatre coins, mais c'était imagine, on était en 2002, c'était quoi, du coup il y a 16 ans il y a 16 ans. Il y a 16 ans, et j'ai encore un Discord en commun avec eux où, c'est cool ça. Donc 16 ans après, tu vois, franchement, les copains d'avant. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, quoi, 16 ans après, je peux encore jouer avec eux. Bon, là maintenant, ils sont plus, on n'est plus sur le même jeu, donc je traite moins avec eux. Mais voilà, c'est les gens de ma guilde de l'époque. Et Dark Age of Camelot, pour moi, c'était vraiment... je crois que c'est peut-être le jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie, tellement j'y ai joué. C'était avant Warcraft, hein, du coup, parce qu'après Dark Age of Camelot, je suis passé sur Warcraft. Donc Dark Age of Camelot, clairement, je le mettrais même dans les... je crois que je le mettrais même en 4ème. Donc tu calcules, ça fait descendre la liste. Ouais, ça... Donc ça fait 4ème Dark Age of Camelot, du coup 5ème c'est Link's Awakening. La série des Sonic, quand même, il est parti au fond de ma liste, en fait. C'est paradoxal, mais... parce que c'était Sonic, c'était il y a 20 ans, quoi, il y a 25 ans. Donc effectivement, Sonic, il est dans la 7ème ou 8ème position, mais c'est parce que, voilà, si tu me demandais il y a 20 ans, Sonic, il serait plus haut, quoi. Mais là, maintenant, forcément, j'ai tendance à mettre plus en avant des jeux auxquels j'ai joué plus récemment, quoi, parce que les souvenirs sont plus frais, quoi. Mais ouais, Sonic, je dirais même dans l'ordre, Sonic 3, Sonic 1, Sonic 2. Non, Sonic 3, Sonic 1, Sonic et Knuckles et Sonic 2. Paradoxalement, tout le monde a adoré Sonic 2, moi c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai préféré Sonic 3 et Sonic 1 à Sonic 2. Et puis le Jurassic Park de la Mega Drive. Ah ouais ? Ouais, le Jurassic Park de la Mega Drive que j'avais énormément poncé quand j'étais jeune, parce que tu pouvais jouer le Raptor en fait, et j'adorais pouvoir jouer un dinosaure. Et donc, voilà, il était vraiment vraiment cool ce jeu, quoi. D'accord. Bon bah du coup c'était la dernière question, très bien.
Ben, merci. Et bah merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. À mon avis, la vidéo va être assez longue, mais tant mieux. Hein. Donc, vous trouverez dans la description les liens vers la chaîne Joueur du Grenier et la chaîne Bazar du Grenier. Donc, dans la description et dans la petite fiche qui s'active. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Chaussures. Ah non, c'est chaussettes dans Noël Bug. Merde, là, j'ai raté mon mot de la fin, putain. Réfrigérateur. On finira là-dessus. Ah, non voilà, mais écoutez, merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas pourquoi, c'est même pas ma chaîne, alors je m'en fous, c'est pour ce qu'ils veulent les gens, merde. Non mais c'est cool, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes déjà en train de tweeter, genre le grenier il a dit ça sur Twitter. Voilà, donc des gros bisous à tous. Déjà le peu de personnes qui sont restées jusqu'au bout aussi. C'est ça. Les survivants. Et puis du coup, gros bisous à tous. Peut-être j'aurais peut-être un dernier truc. Vas-y. Si ça te convient. Tu voulais voir ton personnage de notre BD, oui. la FDP de Tubonia. Bah oui. Donc quitte à avoir ta réaction en direct. Vas-y. Allez. Oh merde, Wing Commander. Voilà, s'il t'en manque un, les Wing Commander. Les Wing Commander. Ouais. Sur quelle console? PC. PC. Wing Commander 3, Wing Commander 4, je sais plus s'il y en a 5. Enfin, le 3 et le 4, géniaux, quoi. J'adore. Quoi. D'accord. Ouais. Ok, bon, j'essaierai. Tu le mettras en quelle position du coup? Ah, 6ème. Ça va être une prise de tête pour faire ce top. Fais une liste non exhaustive, ce sera bien. Bon, très bien. Du coup, tu voulais voir ton personnage de la BD, les FDP de Tubonia. Et le voici. Classe. Donc vous le verrez. Ah, j'adore la fleur de lys. Trop bien. Ouais, on a fait un petit... Ah putain, quel homme. Ah, génial. Ça en jette. Ah, il est classe, j'aime beaucoup. Du coup, qu'on verra dans le tome 1 et tome 2. C'est vrai? J'espère qu'il a un rôle important. Ah, tu verras. Je peux regarder. Pas de spoil. Je vois celui de Seb, je peux regarder? Ouais, bah bien sûr, celui de Seb. Attends, tu le verras mieux comme ça. Hop. Ah, avec la tête de mort. Petit clin d'œil avec le Punisher. Le rappel Punisher, nickel. Il fait vraiment Conan le barbare, pour le coup, avec ses cheveux longs. Donc vous êtes surnommés dans la BD les seigneurs du vieux monde, parce qu'on est vieux, c'est ça? Non, parce que vous travaillez dans le monde des rétros, tout ça. D'accord, voilà. Ah oui, ok. Je croyais que c'était parce qu'on était vieux. Non. Non, vieux monde, parce qu'en rapport avec les rétros... Ah bah c'est très classe. Voilà. C'est très classe. Donc vous verrez dans le tome 1. Très bien, bah on se quitte sur ça. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Et la prochaine vidéo, normalement, ce sera la partie 3 sur le Dark Web. Allez, salut tout le monde. Ciao.